Rakantika, Stekimpuka, Redindindigindigadinga, Ça a commencé Dédé Fortin, ça a fini Michael Jackson. On sait jamais où ça peut nous mener. Comment allez-vous, guys? Yes! Content, c'est le fun. Ils sont trois. Les trois petits gars étaient là. Au moment de diffusion de cet épisode, je suis présentement en Australie. Je vais voir ma sœur, Erica. Et je la mentionne parce que c'est une des premières fans du podcast. Merci, Erica. You've been good to me. You've been very good. Merci beaucoup de suivre le podcast depuis le début, Eric. Ma sœur qui fait son doctorat et qui, en même temps, attend son premier enfant. Comme quoi, on est tous des putains de lâches. Alors, on devrait accoucher même pendant que je suis là, je l'espère. Knock on woods. Tape sur du plywood. J'ai hâte de vous présenter l'invité d'aujourd'hui, mais juste avant, je vais vous mentionner quelque chose qui nous excite beaucoup à Dress le Tape. Producer Tom et moi, j'en ai parlé dans les 2 derniers épisodes. On essaie quelque chose pour les 6 prochains mois. À chaque dernier vendredi du mois, on fait tirer un package absolument nice qui, à chaque fois, le package va inclure la mission Forsberg. Là, on parle ici d'une valeur de 50$, 15 heures de matériel inédit enregistré en Suède, notre rencontre appelée Forsberg, tout. Plus, à chaque mois, un item qui va varier, que ce soit du gear, Dress le Tape, des systèmes de collection signés, des billets de game. Et à chaque mois, on va faire tirer la mission Forsberg avec cet item-là. C'est des items qui vont... Ça va toujours être... Le mot item, c'est pas sexy, là, j'ai utilisé ce mot-là, mais ça va toujours être un package absolument nice. On fait tirer des trucs qu'on aimerait gagner. Depuis le début, on fait un podcast qu'on aimerait entendre. Ben, on fait tirer des trucs qu'on aimerait gagner. Et ça va être à chaque mois. Même l'été, on va faire ça pour les 6 premiers mois, voir si ça vous tente, s'il y a un intérêt. Et on fait tirer ça parmi qui? Parmi nos membres Patreon. Donc c'est très, très simple. Patreon.com, Patreon, j'articule beaucoup, .com/DreadSurTape. Et donc, si vous avez seulement été membre depuis 2 mois, donc dans le fond, si vous êtes déjà membre, vous êtes éligible dès maintenant. Sinon, enregistrez-vous maintenant, vous êtes éligible dès le mois prochain. Au total, c'est quoi? 2$ par mois? Ben oui, je le sais, c'est ridicule, Robert. 2$. Donc, au total, 4$. Et là. Hein, ça donne envie de gratter la poule aux œufs d'or. Alors, voilà. Donc, on va faire tirer ça parmi nos membres Patreon. À date, il y a une 60aine de membres. Donc, plus vous vous inscrivez vite, plus vous avez des chances. Une chance sur 60. Mon Dieu, c'est quand même assez gros. Je pense que la loto, c'est 1 sur 700 milliards. Donc voilà, à chaque dernier vendredi du mois, à partir de février, on fait tirer ça. Allez checker ça. Allez vous inscrire sur patreon.com. C'est vraiment, vous courez la chance de gagner des prix vraiment nice, tout en supportant un podcast que je crois vous peut-être apprécier. Hop, c'est parti. Donc voilà. L'invité de cette semaine, Éric Dubois, un épisode que j'ai que j'en banque depuis l'été dernier, que je chéris. Et là, c'est quand que je le laisse aller. Là, je le laisse aller. Il est assez bien élevé. C'est beau, il a appris, je peux le laisser aller. Donc, non, mais je l'aimais beaucoup, cet épisode-là. J'avais hâte de vous le diffuser. Pierre-Luc, bon, vous me voyez venir, là. Tu le pognes-tu, le lapsus, tu sais, gros big. Éric, qui est coach dans la Ligue américaine, assistant coach dans la Ligue américaine, qui a été coach en chef dans la Ligue de hockey junior majeur et qui est aussi parent de 2 enfants, dont un des deux enfants se prénomme Pierre-Luc Dubois, 3e choix au total dans la Ligue nationale de hockey, qui est une jeune vedette montante des Blue Jackets de Columbus et qui a également passé au podcast. On parle ici du premier épisode de la saison 3 qu'on avait enregistré au ZooFest. On le rappelle devant le public avec Sam Breton, le cabochon en chef, qui avait dit des phrases comme « Toi, Pierre-Luc, tu dois avoir une bonne queue. » Bon, c'est ça. T'invites Sam, c'est ça qui arrive. C'est ludique. Alors, vous pouvez retourner l'écouter. C'est le premier épisode de la saison. Si vous ne l'avez pas encore écouté, il est vraiment le fun. Il est enregistré devant le public. Il y a une énergie qui est incomparable. Et on a beaucoup de plaisir avec Pierre-Luc. Et il parle beaucoup de son père dans le podcast. Donc, des fois, ça peut vous donner un peu aussi des référents, tout ça. Son père qui a travaillé dans le hockey, qui a été joueur bien avant que Pierre-Luc ne naisse. Et qui est aujourd'hui encore dans le hockey. Bref, vous pouvez aller checker ça. Sinon, l'épisode d'aujourd'hui est aussi un épisode à part entière où on parle à Éric, qui est le fun parce qu'il y a les 2 côtés de la médaille. Il est autant père d'un joueur de hockey qu'il travaille dans le hockey aussi. Donc, un peu comme ces 2 côtés-là qui sont extrêmement intéressants. Éric, chouette type, vraiment sympathique, qui est venu au podcast. On a failli même avoir Éric et Pierre-Luc ensemble au ZooFest l'été dernier. Et finalement, pour des questions d'horaire, ça s'est pas fait. On s'est arrêté un épisode père-fils. Mais c'est pas grave parce que je trouve ça vraiment cool aussi d'avoir séparé que chacun ait comme un peu leur bulle. Puis avec Pierre-Luc, on dit des choses qu'il n'aurait pas dit si son père était là. Puis avec Éric, la même chose. On parle de trucs aussi que peut-être ça aurait été différent si Pierre-Luc avait été là. Donc, j'aime que chacun ait sa bulle comme ça. Et donc, ouais, c'est ça. Je pense que j'ai pas mal tout dit. Je parle depuis déjà trop longtemps. Donc, j'ai rencontré Éric le 16 juillet 2018 à Montréal.
Le voici, le voilà. Grugeot et délicat. Non, c'est pas vrai, c'est une ancienne émission pour enfants des années. En tout cas, non, voici ma rencontre avec M. Éric Dubois. Drette sur le tape avec David Bocage. Merci Éric d'être ici aujourd'hui dans un studio non climatisé un mois de juillet. L'air est lourd. Merci d'être ici. Surtout avec les grandes chaleurs présentement. Oui, c'est pas facile. J'ai reçu ton gars récemment à Drette sur le tape. C'était lundi dernier. Il est venu au ZooFest. Puis je me suis dit que c'est ça que j'allais dire en commençant. Félicitations pour tes enfants, qui sont des humains exceptionnels quand même. J'ai rencontré Pierre-Luc l'année passée à la classique Kevin Raphaël. Il joue une game de hockey, humoriste, joueur de hockey. Puis c'était Pierre-Luc qui était mon joueur de centre. Parce que j'avais décidé que j'étais ça. Il ne jouait pas encore avec nationale, fait que les gens ils connaissaient pas, ils ne savaient pas qu'il voulait jouer avec lui. Moi, je savais que je voulais jouer avec lui. Puis d'habitude, je joue au centre, mais là, je l'ai laissé. Bon, en tout cas, je ne voulais pas créer de chicane. Mais ça m'avait frappé, puis j'ai dit à Pierre-Luc à quel point il était différent, je trouve, des autres joueurs de hockey. Il était un joueur de hockey, t'en côtoies de manière professionnelle, j'en ai rencontré. Il y a un certain casting, un certain type de personnalité. Je trouve que Pierre-Luc, il n'est pas dans ce moule-là. Sais-tu de quoi je parle? Oui, mais en tant que parent, on a toujours voulu mettre l'emphase, autant pour lui que pour ma fille, de bons citoyens, de bonnes personnes. Je pense qu'avant tout, là, lorsque les gens nous lancent des compliments, de se faire dire qu'il est un bon joueur de hockey, ça m'importe peu. Ouais. Je serais très déçu d'apprendre qu'il est un bon joueur de hockey, mais qui n'est pas nécessairement un bon coéquipier ou quoi que ce soit. Fait que pour un parent, là, d'entendre que ses enfants, c'est des bonnes personnes, je pense que c'est le compliment extrême là, qu'un parent ne pourrait pas entendre. Puis, tu l'as mentionné, là, j'en vois dans mon milieu que ils pensent qu'ils ont un statut... il y a des joueurs là, qui pensent qu'ils sont mieux que d'autres, qu'ils sont meilleurs que d'autres juste parce qu'ils ont le statut de joueur de hockey. Au-delà de ça, je pense que tu dois être une bonne personne dans la vie. Oui, je pense que puis, c'est Mélanie Doré qui est sa mère entre guillemets, sa mère de famille d'accueil à Rivière-du-Loup. C'est elle qui nous a mis en contact avec. C'est elle qui était venue me voir en show, en tout cas, bref. Et elle disait, Pierre-Luc, c'est un gars qui il est timide, il est humble, mais il est aussi très confiant en ce qu'il a. Tu sais, il n'est pas over, il n'est pas under. Il sait qu'est-ce qu'il est capable de faire, puis il va le faire, puis il est confiant, mais il n'est pas non plus... il est comme juste dans la bonne zone, tu sais, puis avec tout ce que ça demande aussi psychologiquement, être joueur de hockey, c'est pas facile non plus. T'sais. Non. On voit souvent là, des joueurs qui sont très confiants, cocky à la limite, comme on dit, mais tu peux être confiant, cocky dans la chambre de hockey, puis sur la glace, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'être pareil à l'extérieur de la patinoire. Je pense qu'il faut faire le juste milieu. Ouais. Jusqu'à date, là, il semble être en mesure de faire la différence entre les deux. Des fois, là, on pense que... Tu sais, j'ai joué avec des coéquipiers qui... puis il faut que tu sois cocky à la limite, là, si tu veux réussir, passer à travers des étapes. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est les mêmes personnes à l'extérieur. Non, c'est ça. Souvent, les batailleurs, par exemple, c'est les gars les plus sweet en l'air de la patinoire. Tout le temps des nounours, finalement. Oui, c'est ça, des gros nounours. Il rentre sa patinoire, il est capable de se fâcher. Oui, Pierre-Luc est arrivé au Monument national, même en avance. Nous, on dit avec du monde, des fois, qu'il arrive en retard. C'est ça, Pierre-Luc était là d'avance à l'heure. J'étais, mon Dieu, c'était incroyable, ça. J'étais ému. Puis sa sœur était là aussi, elle était assistée. Puis... le mot qui vient en tête, c'est bien élevé. Tes enfants sont vraiment bien élevés. Je le dis pas de manière... j'ai pas d'enfants, je sais pas c'est quoi, mais je le dis vraiment comme un compliment. Puis après, le podcast, il est resté. Après le podcast, il a pris des photos avec les gens qui voulaient des photos. On est même descendu prendre une bière. On a pris un verre juste après avec Daphné aussi. Puis je pense qu'on a jasé jusqu'à 11h30. Bref, on a eu bien du fun, bien du plaisir. Puis... ben, voilà. Je suis content d'apprendre ça. C'est ça. Beaucoup de crédit revient à maman, là, bien entendu, en tant que ancien joueur ou entraîneur. On passe plus de temps à l'aréna qu'à la maison. Fait que, les tâches j'ai essayé d'être là le plus souvent possible, mais bien entendu, maman a sa grande part là-dedans. Oui. Ou mom, parce que sa mère est américaine. Oui. Sa mère est américaine. Tu as rencontré ta femme... durant que je jouais à Atlanta. C'était le club ferme de Tampa Bay à l'époque. OK.
Puis, Tampa Bay, ouais. Puis c'est ça, je me l'ai fait présenter. On est devenus amis. Puis, de fil en aiguille. Oui, c'est ça. Fait que, non, ben, elle est américaine. Fait que ça a permis aux enfants d'apprendre à parler l'anglais, français très rapidement. Ma femme était très, très ouverte à l'époque, là, du fait que on avait décidé, moi, je parlais en français aux enfants, puis elle parlait en anglais. Fait que des fois, nos amis venaient à la maison, puis elles étaient toutes mêlées, parlaient en anglais, parlaient en français, puis les enfants répondaient soit en français, soit en anglais. Fait que je pense que c'est un plus pour les deux. Les deux sont parfaitement bilingues, là. Fait que ah oui, c'est la meilleure sorte. Je pense qu'il y a un orthophoniste qui m'avait dit qu'il appelait ça du bilinguisme naturel. C'est-à-dire la meilleure sorte de bilinguisme et la meilleure manière d'apprendre, c'est d'avoir un parent de chaque. Parce que dans chacun, tu parles dans sa langue. Fait que, c'est comme le meilleur scénario possible parce que tu respectes aussi l'identité de chaque parent. Parce que si un parent ne parle pas dans sa langue, déjà, c'est un peu spécial. T'sais. Mais de parler comme ça, c'est la meilleure manière d'apprendre, vraiment. Alors, c'est ce qu'on s'était fait dire, mais on a des amis qui sont dans les mêmes scénarios que nous autres, mais eux autres, ils n'ont jamais voulu parler les deux langues. On trouvait ça bizarre, mais nous autres, c'était clair et net en partant qu'elle allait parler en anglais, moi, j'allais parler en français. Puis nos amis, comme je te dis, là, surtout Pierre-Luc, Daphné, je pense qu'elle a fait, ma fille, a fait le transfert, la différence assez rapidement, mais Pierre-Luc, au début, je parlais en français, il me répondait en anglais. Là, mes amis, ils comprennent-tu? Mais je pense pas qu'ils me répondraient s'ils ne comprenaient pas. Mais ces premières années, ils me répondaient en anglais. Et puis, à un moment donné, la différence s'est faite. J'ai même répondre en français. Mais j'ai toujours entendu dire que l'aspect mental, linguistique, c'était des éponges jusqu'à l'âge d'à peu près 12 ans. Fait que, si tu voulais vraiment, là, comme ma fille, je l'ai envoyée 1 an en école en allemand. Puis elle s'en venait pas pire, là, jusqu'à temps que je décide de faire le transfert en français. Mais c'est ça, on s'était fait dire qu'avant l'âge de 12 ans, là, ça se faisait assez rapidement puis assez facilement. Puis je l'ai vu. Là. Des vraies petites éponges. Ta femme, elle, souvent, le côté difficile, c'est qu'il y a un des deux parents, il ne parle pas l'autre langue. Fait que là, quand l'autre parent parle à l'enfant, il ne comprend pas. Fait que là, ça crée des... Ta femme, le français, elle savait qu'elle allait l'apprendre, dans le fond? Elle l'a fait éventuellement. Quand on parle trop vite, là, puis souvent, OK, c'est assez. On se met à parler en anglais. Fait que, je suis fatigué, là. Je suis plus capable de suivre. Puis les enfants trouvaient ça intéressant au début, mais c'est ça. Par respect, quand on voit qu'elle a de la misère à suivre, on transfère ça en anglais. Mais elle comprend le français. Oui, elle est bonne pour ça. Je pense que c'est de la gêne, surtout. Là. C'est un peu comme tout le monde. Hein? On ne veut pas faire d'erreur ou quoi que ce soit. Mais si tu veux t'améliorer, il faut justement que tu passes à travers cette étape-là. Mais ma femme, c'est ça, quand ça va trop vite, là, OK, on se met ça en anglais. Là. Vous avez habité au Québec? Oui. Que vous êtes revenu au Québec, c'était quelque chose qui faisait peur? Non, pas en tout. Habité même à Rimouski, je pense? Oui, non. 5 ans à Rimouski, 5-6 ans à Bécomo aussi. Très francophone. Oui, très francophone. Un peu plus anglophone à Bécomo qu'à Rimouski. Oui. Originalement, c'est une ville anglophone. Bécomo? Oui. Les gens qui ont bâti la ville, c'est des gens des Irlandais qui venaient de l'île du Prince-Édouard. Une personne de Chicago, McCormick, si je ne me trompe pas, qui a parti la papetière pour son journal de Chicago. Fait que des anglophones. Fait que c'est un petit peu plus facile pour elle de ce côté-là. Rimouski n'est vraiment pas d'anglophone là. Non. Fait que plus francophone. Mais ma femme, dans le temps que je jouais au hockey, qu'est-ce qu'on fait durant l'été? Puis c'est elle qui a décidé, non, on s'en retourne au Québec durant l'été. Il fait moins chaud qu'à Atlanta, beaucoup moins d'humidité. Elle trouvait le rythme de vie pas mal plus relax au Québec que c'était aux États-Unis. Fait que c'est pas mal venu d'elle, où qu'on allait s'installer. Aujourd'hui, elle n'est pas malheureuse d'être au Canada? Non, avec pas en tout. Tout ce qui se passe aux États-Unis? Pas en tout. Je pense que ça lui a fait du bien de retourner dans un milieu anglophone, là, il y a 2 ans, quand on est parti pour Winnipeg. Je pense que ça lui a fait du bien dans le sens que c'est jamais plein, là, mais tu sais, des fois, retourner dans ta langue, un peu comme un Québécois qui passe beaucoup de temps à l'extérieur, revient au Québec, mais il est content de retrouver ses amis, de reparler français. Je pense que ça lui a fait du bien d'aller dans un milieu anglophone, mais aussitôt que ma saison est finie, il faut qu'elle revienne au Québec. Puis, il faut qu'elle passe le plus de temps possible avec ses enfants aussi.
Ça, les enfants sont tous éparpillés. Il y en a une à l'université à Québec. Ma fille qui est à l'université de Laval à Québec, puis Pierre-Luc qui est à Columbus. Il finit son DEP en électricité. Ah non, OK. On va parler de toi, on va parler de tes enfants, évidemment. Je pense que c'est toujours cool parce que c'est une belle fierté qui est indépendante de ce que tu accomplis professionnellement. Mais avant que Pierre-Luc joue au hockey, tu joues au hockey. Ça vient pas de nulle part. La pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Toi-même, tu as été joueur professionnel. Puis c'est même Pierre-Luc qui nous a appris pendant le podcast que tu avais été repêché par les Nordiques. Ouais. Puis on niaisait tout le long du podcast. C'était un running gag que dans le fond, c'est parce que tu lui donnes des conseils, que c'est lui qui devrait t'en donner parce qu'il a atteint la Ligue nationale avant toi. Puis il était gêné de ça. Mais tu as été repêché par les Nordiques ici, samedi 1989, mon année de naissance. 76e au total, mais dans ce temps, il n'y avait tellement pas d'équipe. C'était déjà en 4e ronde, 76e au total par les Nordiques. En 89, tu jouais pour le Titan de Laval dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Toi, tu viens de Montréal. Il y avait une rivalité Montréal-Québec quand tu te fais repêcher par les Nordiques, un gars de Montréal. Oui, bien, j'ai grandi surtout sur la Rive-Sud de Montréal. Okay. Mais bien entendu, moi, j'étais un grand partisan du Canadien. Souvent, mon père, je pense qu'il faisait exprès justement pour me taquiner. Là. Je pense qu'il prenait pour les Nordiques juste pour brasser un peu les affaires dans le salon. Mais j'ai toujours été un grand partisan du Canadien. Mais j'avais des amis qui prenaient les Nordiques. Puis aussitôt que j'ai été repêché par les Nordiques, peux-tu dire que le téléphone était rouge le lendemain? Ah, finalement, tu vas tomber dans une bonne organisation. Finalement, tu vas te mettre à prendre pour le bon club. Fait que c'était pendant au moins une semaine, là, je peux te dire que je me suis fait taquiner, mais... Qu'est-ce que ça te faisait d'être repêché par les Nordiques? Bien entendu, fier d'être repêché, mais... je pense qu'il y avait de la fierté. Je n'ai pas ressenti de sentiment. Tu t'es pas dit, ouais. Non, mais je savais ce qui s'en venait. Là. Je savais que mes amis qui étaient des grands personnes des Nordiques allaient en profiter. Ouais. Mais non, pour moi, peut-être repêché par un club du Québec, il y avait une grande fierté là-dedans. Est-ce qu'ils faisaient exprès aussi d'essayer de prendre plus des Québécois à l'époque, tu penses? Sûrement. Rivalité Québec-Montréal, quelle équipe qui allait avoir le plus de francophones. Ouais. J'ai l'impression que ça a toujours été... ça a toujours fait partie de leur modèle de développement. Là, on va prendre les locaux, ou du moins, on va essayer de prendre le meilleur locaux possible. Qu'est-ce qui s'est passé après quand tu as été repêché le chemin? Parce qu'au final, tu n'auras jamais joué pour les Nordiques. Non. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je dis toujours, puis... Il y a toujours un timing à toute chose. Moi, j'ai été repêché par l'organisation avec Maurice Fillon à la tête de l'organisation. Ouais. Et puis, lorsque j'ai pu tourner pro, là, c'est Pierre Pagé qui est arrivé. Puis, c'est comme ça que ça marche dans le hockey. Puis je le vis là, en tant qu'entraîneur. Il y a des timings à toute chose. Es-tu à la bonne place au bon moment? Et puis, des fois, ça n'a rien à voir nécessairement avec ton talent ou quoi que ce soit, mais quand une nouvelle organisation arrive, puis on signe des joueurs, des agents libres, on va faire jouer ces agents libres ou les joueurs qu'on aura repêchés avant de ceux qui étaient là auparavant. Fait que je suis tombé un peu dans une impasse où c'est qu'il y avait des joueurs qui avaient été signés comme agents libres de la part de la nouvelle organisation qui était Pierre Pagé à l'époque. Et puis, bien entendu, c'était eux autres qui jouaient. Puis, un moment donné, mon agent et moi, on en est vu à la conclusion que s'il fallait avoir une chance de jouer, mais il fallait aller ailleurs. C'est de là que je suis allé un peu plus tard dans l'organisation du Lightning de Tampa Bay. Mais... tu as joué dans ce qui était à l'époque la IHL. Oui, c'est ça. À l'époque, il y avait la Ligue internationale puis la Ligue américaine. Puis je disais que peut-être qu'il y avait la moitié des clubs qui étaient dans la Ligue américaine puis l'autre moitié qui étaient dans la Ligue internationale jusqu'à temps qu'ils jumellent. Mais fait que c'est un peu mon cheminement là, avec les Nordiques. Écoute, je suis pas amer. C'est une business, hein, le hockey professionnel. Puis je le vois là, présentement en tant qu'entraîneur. J'essaie d'éduquer les jeunes là, qui arrivent là, sur ce côté-là de l'aspect business. Là, c'est pas toujours rose, là, mais il faut dealer avec. Là. Est-ce que tu dis, Colin, t'as-tu un regret de ne pas avoir joué même ne serait-ce qu'une game? Oui. Je pense que mes belles années à Atlanta, là, dans le club ferme de Tampa Bay,
j'ai eu 2 belles saisons là, où c'est que je pensais, entre autres, là, on a gagné un championnat. Je pensais vraiment avoir une chance de pouvoir jouer une coupe de matchs, surtout lorsqu'il y avait des blessés. Et puis, après ma grosse saison, je me souviens, entre autres, que Wayne Cashman m'avait dit, lorsqu'on avait gagné le championnat, Wayne Cashman était venu me dire entraîne-toi fort cet été, on va vraiment te donner une bonne chance l'année suivante. Wayne Cashman était qui était l'adjoint à Tampa Bay à l'époque. Fait que, écoute, lorsque tu te fais dire ça, tu viens de gagner un championnat, l'entraîneur adjoint du club de la Ligue nationale prend la peine de te prendre après avoir gagné le championnat dans la chambre d'à côté. Eric, entraîne-toi fort, on va donner une bonne chance l'année suivante. J'y croyais vraiment. J'y croyais vraiment. Puis je suis arrivé au camp d'entraînement, un match d'exhibition, bang, on me retourne dans la ligne américaine ou dans la ligne internationale à l'époque. Je me suis dit, wow, toute une chance. Ouais. Faut croire que l'entraîneur adjoint n'a pas beaucoup de pouvoir dans la Ligue nationale. C'est plutôt l'entraîneur-chef ou le directeur gérant qui en a. Fait que j'étais vraiment déçu. Mais à un moment donné, on passe par-dessus ça, puis on move on, là, comme on dit. C'est quoi que tu as appris de ton expérience de joueur que maintenant que tu es coach, puis tu es coach en Ligue américaine en plus, tu deals à temps plein avec des gars qui attendent juste ça, se faire rappeler. Puis c'est vraiment plate, mais statistiquement parlant, la plupart... La majorité n'auront pas la chance nécessairement de monter. Comment tu deals avec ça? Puis qu'est-ce que tu as appris de ton expérience de joueur que tu peux transmettre? Il y a 2 choses que je retiens de ces années-là. Il faut se concentrer vraiment sur ce qu'on contrôle, c'est-à-dire nos performances lors des entraînements, nos performances lors des matchs. Un peu comme tous les jeunes, puis j'ai passé par là. Des fois, on s'en fait avec ce qu'on ne contrôle pas nécessairement. Pourquoi je joue pas? Pourquoi je n'ai pas autant de glace? Peu importe. Là. Fait que ça, c'est un contrôle. Focus sur ce que tu contrôles. Puis la deuxième chose que les jeunes n'aiment pas entendre, c'est le mot patient. Sois patient. Une journée à la fois. Travaille aujourd'hui, essaie de devenir un meilleur joueur aujourd'hui. Demain, c'est une autre journée. Mais les joueurs ne sont pas patients. Ils veulent aboutir dans la Ligue nationale le plus rapidement possible. Ils veulent aller jouer professionnel le plus rapidement possible. C'est pas... tu sais, Pierre-Luc, ça a été vite. Oui. C'est un parcours exceptionnel. Un parcours rapide. Là. Même à 18, quand il est revenu, je dis, c'est pas grave, mon homme. Let's go, on travaille, puis l'année prochaine, c'est l'année prochaine. Mais pendant 3 ou 4 mois, là, son début de saison à Cap-Breton était très, très ordinaire, justement à cause de ça. L'aspect psychologique. C'est ça, l'aspect psychologique. Tu n'as jamais fait couper une équipe de sa vie, j'imagine? Moi, l'équipe Canada, c'était pas mal la première fois à 17 ans. Puis là, il a vécu dans la Ligue nationale. Mais tu sais, de voir qu'il y avait des joueurs qui réussissaient à faire la Ligue nationale à leur première année, ça l'a... On s'entend, il était quoi, à 3 à faire la Ligue nationale? Oui, c'est ça, la 3e. Puis là, tu vois le 6e, 7e, tu sais, faire la Ligue nationale, mais tu te compares, tu sais. Fait que c'est pas mal les deux aspects psychologiques que je travaille beaucoup avec les jeunes dans la Ligue américaine. C'est focus sur ce que tu contrôles, puis sois patient. Est-ce qu'il y a des gars, parce que tu sais, y a-tu un moment où un joueur à la Ligue américaine qui veut monter, il y a un moment donné où il est, entre guillemets, trop tard. Tu te dis, Colin, j'ai dit d'être... Tu sais, y a-tu un moment où tu te dis, garde, si par tel âge t'es pas monté, les chances que tu joues dans la Ligue nationale sont de plus en plus basses. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une réalité aussi. Comment tu gères ça? Puis, les gars sont pas stupides non plus. Tu peux leur mentir, mais ils sont comme, regarde, j'arrive à 30 ans puis j'ai pas joué. Comment tu gères ça? T'sais? Puis avant quel âge, selon toi, il faut que tu aies il faut que tu avances. Il faut que tu progresses dans la vie. Ça, c'est très, très important. On donne souvent un contrat de 3 ans un jeune qui commence à jouer pro. Fait que, il arrive à 20, 21, 22. Mais je dirais là, jusqu'à 24, 25 ans, il y a encore de la place à amélioration, à progresser. Sauf que ce qu'on veut voir en tant qu'organisation, puis je peux pas nécessairement répondre pour les Jets, mais selon les discussions qu'on a avec eux autres, si le jeune progresse, on va être patient. On va lui redonner un deuxième contrat. Fait un deuxième contrat, c'est peut-être juste 2 ans. Fait que ça va l'amener à 24, 25 ans. Des fois, peut-être un autre 3 ans. Mais ce qui est important, c'est de voir une progression. On en a vu là, au cours des 2 dernières années. Pendant 3 ans, c'est le même joueur.
c'est le même joueur, il ne progresse plus. Il atteint son plein potentiel ou ne met pas les efforts nécessaires pour atteindre un potentiel plus élevé. On le voit là, tu sais. Puis dans la Ligue nationale, un peu comme le junior majeur, on a seulement 50 contrats pro à peu près. Là. Je me trompe peut-être 55, 60, mais c'est pas même plus que ça. Fait qu'à chaque année, on repêche 6, 7, 8 nouveaux joueurs. Mais si tu veux leur donner des contrats, il faut que tu aies des contrats disponibles. Si tu n'as pas de contrat disponible, tu fais attendre le jeune 1 an. Parce que les fans ne sont pas conscients. Non, c'est ça. Pourquoi on ne l'a pas signé? Mais j'ai pas de contrat disponible. Il faut t'attendre 1 an ou faut que tu rajoutes des contrats pour en mettre de disponibles. Fait que si le jeune ne progresse pas au bout de 3 ans, on se dit, bon, ça vaut-tu la peine d'y en donner un deuxième contrat? Ou j'ai besoin de ce contrat-là pour l'offrir à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que l'amour patient, oui, mais en même temps, le jeune, il sait que... mais ce qui est important, c'est de progresser. Si tu progresses, tu avances, ne sois pas inquiet, tu vas en avoir un deuxième contrat. C'est quand le jeune ne progresse pas, qu'il avance plus, puis on se dit, OK, je suis peut-être mieux de garder ce contrat-là pour quelqu'un d'autre. Le ferait, oui. Il y a plusieurs affaires aussi avec lesquelles vous devez gérer dans la Ligue américaine, en fait. La Ligue américaine, c'est considéré une ligue de développement. Fait que tu n'as pas le droit d'avoir plus que X vétérans. Puis ça marche au nombre de games joués. Comment ça marche exactement? Bien, c'est 5 vétérans, 6 avec le gardien de but, mais c'est 250 matchs professionnels. Par joueur? Par joueur. Okay. Fait qu'aussitôt que avant que le début de saison commence. Quand tu dis professionnel, tu veux dire Ligue nationale ou Ligue américaine? Ligue américaine. Aussi? Oui. Donc, tout confondu? Oui. Fait que, mais ça, c'est avant que la saison. Fait que ça, mettons, avant le début de la saison, le joueur a 249 matchs de jouer, mais il n'est pas considéré comme vétéran. Okay. Aussitôt qu'il a dépassé 250, puis on commence la saison, puis sur son dossier, il y en a 250, bien là, c'est considéré comme un vétéran. Fait que tu n'as pas le droit d'en avoir plus que 5, 6 avec le gardien de but dans ton alignement à chaque soir. Okay. On voit des équipes, Toronto, entre autres, je pense qu'ils ont 10 vétérans. Ils ont juste le droit de n'habiller 5 par soir, 6 avec le gardien de but, mais ils en ont 5 dans les estrades. Si un vétéran se blesse, ben, il l'habille. L'importance pour... c'est incroyable. Toronto doit avoir une masse salariale plus élevée que... ça doit être le double de plusieurs équipes, peut-être même le triple. Parce qu'un vétéran dans la Ligue américaine peut gagner très bien sa vie. Oui. On a vu, il y a 2 ans, je ne sais pas si tu te souviens de Milan Mihalek, qui jouait à Ottawa. Oui. Bon, gagnait 4 millions par année, mais ils l'ont envoyé dans les mineurs à Toronto. Puis le premier match contre nous autres, il a joué. Le deuxième match, ils l'ont mis dans les estrades, ils ont fait jouer un autre vétéran. Puis nous autres, on riait de ça, on disait, c'est incroyable, ils se permettent de mettre un vétéran de 4 millions dans les estrades. On pourrait peut-être l'utiliser ce soir. Cette année-là, on en avait juste 2, nous autres. Fait que, Wade Redden a joué à 6 millions par année. Il a joué des années pour le club école, mais il y a des gars pris avec des contrats dont l'équipe a vu, puis l'équipe a quand même assez d'argent pour les payer. C'est ça. Puis il y a des équipes comme Toronto, j'ai entendu dire de la part de Lou Lamoriello puis Carl Dubas que les autres, ils veulent leurs jeunes joueurs qui soient entourés de vétérans. Qui soient entourés de vétérans dans le sens que pour leur permettre d'apprendre à jouer pro, leur permettre d'apprendre comment se comporter, se préparer pour un match, pour éventuellement devenir des bons professionnels. Fait, chaque organisation a sa propre politique. Développement. Vous avez aussi des contrats one-way. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir des contrats one-way Ligue américaine? Est-ce que vous êtes obligé d'en avoir? Ça? Non. On peut avoir un contrat two-way où c'est que... un contrat de Ligue américaine, mais il y a aussi un contrat de la Ligue de la East Coast, si jamais on décide de le retourner dans la East Coast. Donc, il y a two-way Ligue américaine, Ligue nationale, one-way Ligue américaine, two-way Ligue américaine, Ligue East Coast. Oui, ça en plaît, ça. Il n'y a pas d'autres contrats? Non. Ça veut dire que quand une équipe prend la peine de signer un gars à un one-way Ligue américaine, ça veut dire qu'ils n'ont plus probablement de disponible de contrat two-way. Là. C'est ça. Puis l'autre contrat, des fois, qu'on voit à l'occasion, c'est qu'on va donner un PTO, là, c'est un Professional Tryout Contract de 25 matchs à peu près. Fait qu'il y a un salaire spécifique sur 25 parties. Et puis, si tu l'aimes au bout du 25 parties, tu peux y en donner un autre 25 parties ou là, tu signes pour finir l'année avec ton club. Simon Després, en ce moment, un Professional Tryout avec Montréal, par exemple. C'est ça. On parlait des vétérans. Il y a beaucoup de gars qui vont finir leur carrière dans la Ligue nationale. Mike Key a joué jusqu'à 40 quelques. Tom Kostopoulos, souvent, ça devient les capitaines, mais souvent, pour eux, c'est une belle stabilité de fin de carrière, de dire, OK, avec ma famille, je peux échanger à droite, à gauche. J'habite dans cette ville-là.
Puis les vétérans ils peuvent faire justement des 300, 400, 500 000, là, je pense. Oui, c'est ça. C'est quand même pas mauvais. Là, ça a l'air de médecin spécialiste. Là. Non. Je pense entre autres au capitaine qui jouait à Cleveland dans l'organisation de Columbus, Mike Gregg. Je pense qu'il faisait 500 000 pour être le capitaine puis être un bon vétéran dans la chambre. C'est quand même pas mauvais. Nous autres, on avait Patrice Cormier l'année passée qui était notre capitaine au cours des 2 dernières saisons. Et puis, il faisait quand même un bon salaire dans les 6 chiffres. Puis là, cette année, il a décidé d'aller essayer dans la KHL. Mais c'est des joueurs qui sont importants dans une organisation. C'est des joueurs qui sont importants dans une chambre de hockey. Puis, ils peuvent quand même gagner très bien leur vie. Patrice Cormier, c'était un joueur qui était un choix de première ronde, non? Ou deuxième? Oui, peut-être début de deuxième ronde. Mais je pense que c'était le premier choix. Oui, qui avait joué pour Team Canada, tout ça. Par exemple, ça, c'est un bon exemple de joueur que l'équipe voyait dans ses plans, puis que ça finit qu'il n'a pas fini avec le grand club. Comment il prenait ça, Patrice, d'arriver à une conclusion de dire OK, ben, je jouerais peut-être pas en Ligue nationale, finalement? Ça n'a pas été une discussion nécessairement facile, je pense, entre Pascal, Zinger et puis Patrice, de réaliser que finalement, son rêve de jouer dans la Ligue nationale serait peut-être pas disponible, mais on l'avait signé comme pour être un vétéran pour nous autres, puis on lui avait donné un mandat très, très précis d'être un bon capitaine, d'aider nos jeunes joueurs, de leur montrer un peu comment ça se déroule dans la Ligue américaine. Puis il avait accepté son rôle. Puis je vais vous dire, là, il a été un excellent capitaine au cours des 2 dernières saisons. On aurait aimé ça le garder une 3e année, mais je pense qu'on n'était pas capable de matcher l'offre qu'il avait reçue dans KHL. Mais de réaliser que, OK, mon rêve, ça ne doit pas être si facile que ça. T'sais. Peut-être que devant nous autres, ça a bien passé, là, mais je suis certain qu'en arrière-scène, il devait se dire, hey, je suis capable de jouer encore, mais... Qu'est-ce qui manquait à Patrice pour jouer? Je pense que c'est sa vitesse. On voit de plus en plus le hockey d'aujourd'hui. C'est un sport qui est très rapide. Puis Patrice, ça n'a jamais été son bread and butter, là, sa force, là, le patin. Fait que je pense que c'est ce qui lui a nuit. C'est plus possible. Est-ce que c'est possible de jouer dans l'instant aujourd'hui si tu n'as pas un certain coup de patin? Bon, pour un joueur de centre, c'est pas facile. Si tu patines pas, lui, c'est un joueur de centre. Mais si t'es pas... ton patin, c'est pas ta force. Il faut vraiment que ton hockey sense soit incroyable. Donc, parce que je fais du back and forth, mais je reviens quand tu as joué à Atlanta. Tu as même joué pour le Moose du Manitoba pour qui tu coaches maintenant, ironiquement. À l'époque, il était dans la Ligue internationale. Là, ils sont dans la Ligue américaine. Et après ça, tu as quitté pour l'Europe, comme l'a fait Patrice. Donc, tu sais très bien quel est le processus. Quand tu es 96-97, après ta saison avec le Moose du Manitoba, tu avais déjà rencontré ta femme. Je pense que ta fille venait tu avais un bébé. C'est quoi le processus là, quand tu dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai aimé mon année à Winnipeg, sauf qu'à l'époque, voyager n'était pas facile avec le Moose. C'est-à-dire qu'il y avait... c'était tout commercial. Il fallait absolument partir de Winnipeg pour Minnesota. C'était des vols à 6 heures le matin. Et puis quand j'ai terminé ma saison, j'étais brûlé. Puis là, j'avais des amis qui partaient pour l'Europe, qui jouaient avec moi, qui avaient joué avec moi. Puis ils m'ont approché. Est-ce qu'Éric, ça pourrait t'intéresser? Puis c'était la DEL à l'époque en Allemagne, ce qui est la grosse ligne en Allemagne. Ouais. Et puis, je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Je suis quand même encore jeune. Ça va me permettre de passer peut-être plus de temps avec mes enfants ou avec ma fille, du moins. Là. Mon garçon n'était pas encore né. Fait que, je pense que le fait que je partais avec des amis, le fait que le voyagement avait été très difficile à Winnipeg, je pense que ça m'a aidé à prendre ma décision. Puis, comment tu as trouvé ça, l'Allemagne? J'ai adoré, sauf que ma première année, l'organisation, on a eu des troubles d'argent toute l'année. On a perdu une dizaine de joueurs avant les fêtes parce qu'on ne se faisait pas payer. Ma femme était enceinte de Pierre-Luc à l'époque. Là, le stress de ne pas recevoir notre argent, à un point tel qu'à un moment donné, j'ai suggéré à mon épouse d'aller vivre chez sa sœur ou chez sa mère à Atlanta là, pour qu'elle se calme. Je voulais quand même qu'elle ait une grossesse là, paisible. Là, puis, fait que, finalement, est-ce que vous avez été payé? Oui, j'ai reçu mon argent, mais on était 5 mois en retard. C'est quand même assez stressant, là, 5 mois en retard. Puis, ils m'ont offert un autre contrat pour revenir l'année suivante. Puis j'ai dit, tabarouette, attends une minute. Là.
Fait que pour aider mon épouse à apprécier davantage l'Europe, parce que là, sa première année, elle n'a pas nécessairement apprécié l'Europe plus qu'il faut. Les Allemands sont très sympathiques, mais sont très méfiants. Tu sais. Je pense que c'est un peuple qui est comme ça. Je dirais pas froid. Peut-être pour des raisons historiques. Ouais, Mais bon. non. Je pense que c'est peut-être dans leur gène, tu sais, froid à la limite. Là. Fait que, elle n'a pas nécessairement apprécié son premier séjour en Allemagne. Fait que j'ai décidé d'aller en Angleterre pendant au moins un an là, pour essayer d'aider la situation. Mais je m'ennuyais tellement du hockey en Allemagne que je voulais revenir. Sauf qu'on a fait un séjour de 2 ans en Angleterre avant de pouvoir revenir en Allemagne. OK, c'est ça, parce que on n'en a jamais parlé vraiment, je pense, avec aucun invité, mais le hockey en Angleterre, c'était comment? C'est quand même un bon calibre. À l'époque, il y avait 8 équipes. Puis je dirais qu'il y en avait 4 très compétitifs. Ouais. Puis il y en a peut-être 4 autres un petit peu moins compétitifs. C'est un hockey qui ressemblait un peu à la Ligue de la East Coast, peut-être, là, mais... Je pense que j'avais entendu dire que la Ligue anglaise était très agressive. Oui, pas mal plus physique. Plus du hockey nord-américain. Ouais. Puis, comme je te mentionnais, pas nécessairement toutes des grandes patinoires olympiques. Il y avait des petites patinoires dans le circuit. Fait que ça permettait aux jeux physiques d'y être présent. Ah oui, vraiment qu'il y a beaucoup de batailles dans cette ligue-là. Oui, pas mal plus que dans les que ligues. dans la ligue plus européenne, là, Allemagne, Suisse, ou peu importe. Ta femme était avec toi en Angleterre? Oui. Non, ma femme, ça dit la femme. La bonne femme? Oui, non. Ça a quasiment sorti comme ça, mais non, elle a toujours eu comme principe que la famille suit. Il n'est pas question de vivre d'un côté de l'océan, puis papa vit de l'autre côté. Elle a toujours pensé que la famille, c'était très important, fait qu'elle voulait que la famille suive. Puis après ça, tu es retourné en Allemagne? Ouais, ben, moi, j'aimais mieux le hockey en Allemagne, puis je voulais retourner du côté de l'Allemagne. Fait que j'ai fait 2 autres saisons en Allemagne. Puis, ça a mieux été? Oui. Puis un beau petit village, on a eu beaucoup de plaisir. C'est quoi le nom du village? Schwenningen. Oui, OK. Oui. Puis, non, très plaisant. J'aurais continué à rester là, mais encore là, l'entraîneur, le gérant ont été virés. Fait que là, c'était un nouveau gérant, un nouveau coach. Mais lui, bien entendu, va emmener ses joueurs. Fait que... ça roule. Oui, c'est ça. On a parlé tantôt, c'est une affaire que je voulais te demander, j'ai oublié, mais quand tu jouais à Atlanta, il y avait un gars sur ton équipe qui s'appelle encore d'ailleurs Brent Gretzky. Oui. Tu as joué avec le frère de Wayne Gretzky. Oui. Puis d'ailleurs, c'est ce qui fait partie un peu de la réponse de la question trivia la plus connue des fans. Les gens disent toujours c'est qui le duo de frères qui ont le plus de points, puis tout le monde sont là, les Sutter, les ci, les ça, il y a tellement les Richard. Non, c'est les Gretzky. Ouais, Wayne Gretzky a un frère. Personne ne sait qui est Wayne Gretzky. Ouais, il a joué quelques games, mais Wayne Gretzky a tellement de points que... Peu importe. Même si son frère a eu 0 points, il n'y a aucun duo, trio, ou même peu importe le nombre de frères qui ont autant de points que Wayne Gretzky. Tu sais. Parle-moi de Brent Gretzky. même style que Wayne. Même style, patine de la même façon, joue de la même façon. C'était... Poor man's Wayne Gretzky. Oui, ben c'est ça. Bien entendu, il n'a pas nécessairement le talent de son frère, mais le même style, patine pareil, le chandail dans la culotte pareil. Non, mais ça ressemble là, physiquement, puis look-wise, là, mais très bonne personne. Moi, j'ai adoré jouer avec Brent. Souvent, on allait jouer au golf aussi ensemble après les pratiques. Fait que beaucoup de plaisir. Très bonne personne. C'est pas quelqu'un, puis ça aurait été facile pour lui de s'enfler la tête, sachant que ton frère, c'est le meilleur joueur de tous les temps, ou un des meilleurs joueurs de tous les temps, mais non, très, très à terre. On n'a jamais fait de cas, jamais fait de vagues avec ça. Est-ce que tu sens que c'était un peu lourd pour lui d'avoir le nom sur le chandail? J'imagine. On voyait souvent les fans lorsqu'on allait sur la route. Remarque, ma première année, on avait aussi Manon Réon. Non! Oui. Mais pour plusieurs games? Ou toute la saison? Oui, toute la saison. Là, toute la saison. On l'a envoyé une couple de fois dans East Coast pour qu'elle joue plus souvent, mais on avait 2 attractions lorsqu'on allait sur la route. C'était Brent puis c'était Manon. Fait que tout le monde les entendait avant qu'on rentre dans l'autobus pour faire les signatures, prendre des photos, tout. Fait que j'imagine que c'était quand même un peu lourd de savoir qu'on te comparerait toujours au frère de l'autre, sans jamais avoir sa propre identité, mais il y a eu de très bonnes saisons avec nous autres. Plus qu'un point par match, les bonnes saisons. Il n'y a pas beaucoup joué dans la Ligue nationale, ça.
Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Ça a-tu bien été? J'ai entendu une rumeur qu'il était alcoolique. Moi, je sais pas, c'était peut-être pas vrai non plus. On entend des rumeurs, mais comment il a géré ça, justement? Parce que clairement, c'est intense, là, tu sais. Non, ça doit pas être facile de savoir que tu es toujours le frère de l'autre et non être Brent. Là. Mais quand tu lui parlais, comment tu te sentais? C'est quoi ce que j'ai jamais vraiment... ton impression de ce gars-là? Ouais, non... J'en faisais pas part. C'est pas quelque chose que j'y en parlais régulièrement. On jouait au golf ensemble. Lorsqu'on sortait ensemble, on parlait pas nécessairement de Wayne. C'est sûr que j'ai vu ses parents à quelques occasions. Oui, tu as rencontré les parents? Oui. Je me souviens qu'on avait soupé avec son père et sa mère à la même table là, après un match. Mais, c'est Walter qui est un personnage presque aussi connu que Wayne. Oui. Probablement qu'il était le fils. Oui, c'est ça. Walter qui est la figure paternelle canadienne par excellence, on dirait. En plus, l'immigrant ukrainien, c'est comme l'image mythique. Ouais. Puis lui, il est devenu une personnalité au public, là, au même titre que Wayne. Là, je veux dire, comment tu as trouvé ta rencontre avec Walter? Très calme. Bon monsieur. Même la mère était à la table. Mais tu voyais que Walter a un peu plus de jasette que maman, mais très respectueux. Puis, il est encore en vie aujourd'hui, non? Oui, je pense que oui. Ouais. Puis, as-tu eu la chance de rencontrer Wayne? Non, ça, jamais. Écoute, je dis jamais, mais là, soudainement, j'étais allé au repêchage à Dallas cet été. Oui. Puis, un de nos adjoints, Charlie Huddy, qui est l'ancien coéquipier de Wayne Gretzky, est adjoint avec les Jets. Puis Wayne est venu faire un tour dans notre loge pour jaser avec Charlie. Fait qu'on a serré la main à Wayne. On me l'a présenté, mais c'était la première fois là, que je serrais la main. Puis tu as joué avec Brent pendant des années, là, puis c'était jamais arrivé. Non, jamais arrivé. Puis c'était juste une rencontre informelle, j'imagine. Oui, c'est ça. Pas de partager de vodka. Non, on n'a pas parlé. On a surtout laissé Charlie puis Wayne parler de leurs bonnes années avec les Oilers. Ah, c'est ça, c'était un des Oilers, lui, OK. Parle-moi de Manon Rhéaume, parce que là, attends, c'est incroyable que Manon Rhéaume, je sais même pas, je l'ai même pas vu sur le roster, mais c'était comme l'attraction. Parle-moi de Je veux tout savoir. Oui, Manon, c'est l'année qu'elle a fait le camp d'entraînement avec Tampa Bay. Puis, on avait 2 gardiens. C'était David Littman, puis Jean-Claude Bergeron. Puis, il était notre 3e gardien. Gardienne. Ouais. Je suis un peu mêlé. Ouais. Mais c'était notre 3e gardien. Fait qu'elle faisait tous les entraînements avec nous autres. À l'occasion, on l'envoyait jouer dans la East Coast pour qu'elle joue. Parce qu'elle ne jouait pas avec nous autres. Elle faisait juste pratiquer. On avait nos 2 gardiens. Et puis, fait qu'elle a joué aucune partie? Je vais finir l'histoire. Non, pas de problème. Fait que toutes les pratiques qu'elle faisait avec nous autres, puis à la fin des entraînements, on faisait de l'extra avec elle, puis on jouait des jeux ou peu importe. Elle quittait à l'occasion pour faire ses commerciaux. Je ne sais pas si tu te souviens, cette année-là, Toyota, McDonald's, Starter, je pense, aussi à l'époque, elle avait fait un commercial avec des joueurs de basketball, football, baseball. Moi, j'étais jeune, mais je me souviens des bye-bye. Il faisait des parodies, puis c'était Dominique Michel qui jouait. Elle se mettait devant un auto, puis elle faisait comme ça. Mais elle n'arrêtait aucune pas, puis ça pétait toutes les vitres du char. Je sais pas, j'étais très jeune. Là, je pense que c'est de même que j'ai connu Manon Rhéaume, c'est par la parodie de Manon Rhéaume. En tout cas, bref. Elle partait faire ses annonces. Oui, c'est ça. Elle était une plus grosse star que tout le monde. Tu sais. Ah oui, non. On allait sur la route, puis le monde l'attendait pour prendre des photos. Il fallait avoir des signatures autographes. Puis, nous, on trouvait ça... Bon, on comprenait le principe, on comprenait le statut qu'elle avait, la première femme à jouer professionnelle. Fait que, mais on trouvait ça ironique. Elle n'a pas joué un match, elle ne joue pas de match. Puis, il va y avoir des commentaires dans la chambre. Oui, mais on avait un bon groupe de Québécois. Je pense que son support, Jean Blouin, entre autres, Daniel Vincelette, ont pris beaucoup soin de Manon là, pour la protéger aussi de ces affaires-là envers les coéquipiers. Mm-hmm. Mais c'est ça, elle quittait pendant une semaine, elle revenait la semaine suivante. Elle nous a emmené des cadeaux de linge de starter. Tout le monde avait ça. Oui, tout le monde, tous les Québécois. Elle a ouvert sa valise. Je me souviens très bien, elle a ouvert sa valise. Les gars, servez-vous. J'ai plein de cadeaux, let's go. C'était pas pour tout le monde, c'était les Québécois. Les Québécois, non. Je pense que... ça garde rapproché. Oui, puis je pense qu'elle appréciait là, que les gars prenaient soin d'elle. Puis...
qu'est-ce que les joueurs, les autres, surtout les pas québécois qui n'avaient pas de cadeau, qu'est-ce qu'ils pensaient du fait qu'il y avait une fille un peu dans l'équipe? C'est très macho, là. Oui, c'est très macho. Puis c'est la première. C'était la première. Fait que, des fois, il y avait des petits commentaires désobligeants de gauche à droite. Mais dans l'ensemble, je pense que les gars étaient respectueux envers elle. Est-ce que les gens lui disaient devant elle ou quand elle n'était pas là? Oh, ça pouvait arriver. Là. Comme je t'ai mentionné un peu plus tôt, je disais tout le temps à Pierre que je suis un bon coéquipier, mais c'est pas tout le monde qui est des bons coéquipiers. Fait qu'il y en avait qui ne gênaient pas. Là, puis j'imagine que j'en ai jamais vraiment parlé. Peut-être Jean ou Daniel pourraient en parler davantage, mais elle faisait quand même abstraction à ces commentaires-là. Puis elle faisait ses affaires. Puis, fait que toute l'année, elle a été notre troisième gardien. Puis elle faisait juste les pratiques, faisait de l'extra avec nous autres. Beaucoup d'entraînement hors glace. Puis je vais vous dire là, la différence entre Manon Rhéaume au début de la saison et Manon Rhéaume à la fin de la saison, c'était plus la même Manon. Là. Ah non, t'es en shape. Elle avait un entraînement très, très rigoureux. Parce que physiquement, on est quand même plus fort qu'une femme peut l'être. Puis, elle n'est pas très grande, elle n'est pas très, grosse. Fait que l'entraînement physique, ils ont fait faire un entraînement très rigoureux. Fait que, à la fin de la saison, elle était en très bonne condition physique. Puis, c'était vraiment pas la même athlète. Mais à la fin de la saison, on lui a donné le dernier match de la saison. Je me souviens très bien, on jouait contre Cincinnati, si je me trompe pas. Puis, on l'avait mis devant le filet là, pour le dernier match de la saison. Puis là, soudainement, TVA, Radio-Canada. Le show. Tout le monde est en ville. Tout le monde est en ville, mais comment elle avait c'est ça. Je pense qu'on avait gagné 6-5, si je ne me trompe pas. Là, si je ne me trompe pas, mais on voulait absolument gagner pour elle. Je vais vous dire, là, les gars, c'était un match pour nous autres qui importait peu. Peu importe qu'on perdait ou qu'on gagnait, ça ne changeait rien dans le classement. Je pense qu'on finissait deuxième dans la Ligue. Mais fait que les gars auraient pu se dire c'est un match comme un autre. On va essayer de ne pas se blesser. On va essayer de... Non, au contraire, les gars, physiquement, c'était vraiment commis à bien jouer devant elle. Puis il y a aussi, moi, une question qui me fascine, c'est que vous êtes des jeunes hommes, c'est une jeune femme. Tu sais, le rapport aussi homme-femme, je sais pas, je ne vais pas dire un malaise, mais tu sais, c'est une fille dans une chambre de gars, je veux dire... on dirait que tu l'imagines se faire cruiser à tour de bras. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Comment ça se passait à ce niveau-là? Elle avait sa propre chambre, mais non, j'ai pas rien vu d'anormal de ce côté-là. C'était bien avant MeToo, là, on s'entend. Manon Rhéaume, là, tu sais. Oui. Fait que des affaires, en tout cas, elle a dû en vivre, là. Mais, c'est ça, tu sais, c'est quand même... justement, le monde, à l'âge où les gens rencontrent leur chum, leur blonde, puis là, tu as une fille dans la chambre, c'est quand même assez particulier. Oui, non, peut-être qu'elle s'est fait draguer, comme on dit, ça. mais j'ai pas été conscient, j'ai pas été témoin de gestes comme ça. En tout cas, nous autres, notre groupe de joueurs, là, Christian Campo aussi, là, on était tous respectueux envers elle. Puis c'était comme notre coéquipière, c'était comme notre amie. Fait que peut-être que du côté anglophone, peut-être qu'il y en a qui se sont permis de la cruiser, comme on dit, mais en public, du moins, on était tous respectueux puis envers elle, puis j'ai pas vu d'incident. Est-ce que tu parles encore à Manon Rhéaume? Non, ça fait... J'ai vu son frère la semaine passée. J'ai passé la semaine avec Pascal, avec Hockey Canada. Et puis, je l'agaçais avec ça. Un peu comme Brent Gretzky. Tu as toujours été le frère de Manon et non Pascal Rhéaume. Tu t'en plains ça, Eric. Et c'est drôle parce que lui aussi, on y avait parlé justement pour le podcast. C'est un bon gars, Pascal, bien sympathique. C'était dans quel contexte pour Hockey Canada que vous voyez? La semaine passée, il y avait une semaine d'habileté au sein de Hockey Canada. C'est une semaine là, pour... il invite à peu près 25 entraîneurs, 24 entraîneurs un peu partout au Canada. Et puis, on travaille sur les habiletés individuelles, autant patin que maniement de rondelle, toutes sortes d'habiletés qui pourraient servir ou aider un joueur de hockey à devenir un meilleur joueur. Puis, moi et Marty Johnston, qui travaille avec moi avec le Moose, on a décidé d'aller participer. Du moins, on a mis notre nom pour participer à ça, puis on a été invités. Fait que c'était une grosse semaine, là, 3 fois ça glace par jour. Quelque chose? Oui, non. On parle de ta carrière depuis tantôt, on parle de trucs, mais ce que tu fais depuis 15-20 ans, c'est du coaching. On arrive finalement au coaching, mais c'est que ça prend
qui vient avant pour expliquer comment tu arrives à ce que tu es aujourd'hui. Tu es un gars qui vient du hockey. Le coaching, c'était-tu quelque chose dans ta tête depuis toujours? Que tu t'es dit, Oui, je le voyais de plus en plus, mais j'avais... tu ne penses pas à ça à 22 ans? Non, mais j'ai toujours voulu redonner un peu au hockey mineur ce que j'ai reçu ou ce que j'ai pas reçu. Oui, c'est ça. Nécessairement un des deux. Puis, c'est une bonne... j'avais été propriétaire d'une école de hockey avec 2 amis pendant plusieurs années. Puis, lorsque je suis parti pour l'Europe, on a décidé de mettre ça de côté. Je ne pouvais pas nécessairement m'en occuper en étant en Europe. Ouais. Puis les 2 autres aussi étaient occupés. Fait que là, à un moment donné, on a décidé d'arrêter. Fait que ça fait quand même longtemps que je m'implique là, au niveau du hockey mineur à enseigner, dont les écoles de hockey, soit la mienne ou soit d'autres écoles de hockey. J'ai aussi travaillé pour d'autres personnes. Puis mes 2 dernières années en Europe, j'étais aussi impliqué dans le hockey mineur. Là-bas? Oui. Fait que 2 fois semaine, j'embarquais tout le temps sur la glace. Et puis, c'était des entraînements pour défenseurs. Puis, c'était un Tchèque qui était en charge du hockey mineur à Shawinigan. Puis, et non pas Shawinigan. Non. Ben, je disais souvent pour mes parents Shawinigan. Fait que c'était plus facile pour mes parents de prononcer le nom de la ville. Fait que, mais mes 2 dernières années en Europe, je m'étais impliqué au niveau du hockey mineur. Okay, fait que c'était quelque chose que j'aimais faire puis qu'éventuellement, je me voyais faire. Carrément. Puis quand tu es revenu ici, ça n'a pas été très long. Ben, tu as joué une petite année semi-pro à Sorel. Je voulais pas nécessairement prendre ma retraite, mais je voulais un environnement où c'est que mes enfants pouvaient aller à l'école en anglais ou en français. Je me voyais pas traîner mes enfants pendant un autre 3-4 ans où c'est que mes enfants iraient à l'école en allemand, en italien, peu importe, mais je me disais, pourquoi je ferais subir ça à mes enfants? Pourquoi qu'ils seraient obligés d'aller dans une école en allemand, puis 4 ans plus tard, on revient au Québec, puis là, ils sont tous mêlés parce que... Fait que je me voyais pas faire ça à mes enfants. Fait que la dernière année que Shawinigan ont décidé de ne pas me renouveler, j'avais mentionné à mon agent, si c'est possible, peux-tu me trouver quelque chose où c'est qu'il y aurait une école française ou anglophone? Puis on voit souvent ça en Europe où c'est qu'il y a des... moitié anglais, moitié italien ou moitié allemand, moitié anglais. Fait que j'avais mis ça comme... c'est ça ta seule demande. C'était ma seule demande que je disais. Je vais aller n'importe où, mais... puis il me revenait tout le temps avec des contrats en Italie ou en allemand, ou même j'avais un contrat, une offre en Suède, puis, mais il n'y avait jamais d'école. J'arrête de me revenir avec des contrats. Fait que j'ai dit, gars, ce que je vais faire, là, je vais commencer ma saison semi-pro, senior à l'époque. Puis si tu me trouves quelque chose, parce qu'on voit souvent ça, des fois des blessures en début de saison, puis là, finalement, ils cherchent un défenseur qui est disponible. Fait que j'avais mentionné, je vais commencer la saison semi-pro, puis si tu me trouves quelque chose, je vais y aller. Puis je me souviens, il m'avait trouvé quelque chose 1 semaine avant Noël en Suède pour terminer la saison. Fait que là, ma femme m'a dit, bon, pour terminer la saison, tu peux y aller, puis je vais rester ici avec les enfants. Puis, mais c'était 1 semaine avant Noël. Fait que j'avais demandé au club suédois, pouvez-vous me donner 1 semaine? Le 26 décembre, je vais être dans l'avion. Puis, puis ils ont tenu leur bout. Mais moi aussi, j'ai tenu mon bout. Fait que quand j'ai tenu mon bout, j'ai dit à ma femme, bon, je pense que c'est fini. Là. Ça marche pas. Un an sans jouer en Europe, ça va probablement me couper les ponts. Fait que j'ai appliqué à Bécomo l'année suivante, puis j'ai eu le poste d'adjoint à Bécomo. Fait que c'est là que ça s'est réglé. Là. Tu voulais pas aller en France jouer, par exemple, pour oui, j'arrête. Parce que la Ligue française est pas mal moins forte que l'Allemagne. Ouais, non. Ben, j'aurais été ouvert d'aller en France. Là. Pourquoi ça n'a pas fonctionné, je pourrais pas dire. Là. Ah, bon, non, j'ai pas réponse. Tout ce que c'est que c'est à cause que quand tu disais le français, ce qui me venait en tête, il y a tellement de Québécois qui sont partis jouer en France puis qui restent là une vie, tu sais. Leur enfant développe un accent français, puis ça, c'est irréversible. Peut-être que ça n'a pas... ou peut-être mon agent était plus à l'aise de trouver des contrats en Allemagne ou en Italie. Là. C'est peut-être, à l'époque, c'est des meilleures ligues, peut-être. Oui, donc, c'est ce qui t'a amené à Bécomo, où tu n'as pas perdu de temps pour aller appliquer à Bécomo. Mais en fait, il y a quand même un gap entre ta fin de saison puis Bécomo. T'as-tu coaché l'année d'après directement ou ça a pris une couple d'années? L'année après mon année senior. OK, carrément. Oui, carrément, oui. Tu n'as jamais eu à prendre un job pas dans le hockey? Non. Puis un assistant...
Non, t'as commencé assistant. Oui, avec c'est ça, moi. assistant. Quand tu es assistant coach dans le junior majeur, c'est un salaire pour gagner sa vie? Ou... Bah, correct. C'est sûr que j'avais mis de l'argent de côté avec mes années dans le hockey là, qui m'ont permis de pouvoir être adjoint. Là. Mais dans le sens que c'est un poste à temps plein. Là, Oui. Non, t'as pas le temps de faire autre chose. Tu travailles pas à papeterie pendant le jour. Non. Okay. C'est-tu une peur que tu as déjà eue, ça? Ah, shit. Quand le hockey va finir, il va falloir que je me trouve une vraie, en guillemets, vraie job. Oui, non. Bien entendu, j'y pensais, là. Qu'est-ce que je vais faire? Non, on y a toujours pensé, là, mais j'ai été chanceux, dans le fond, de toujours travailler dans ce domaine-là. Ta blonde, ça ne dérangeait pas de te suivre à droite, à gauche? Non. Elle a toujours eu comme principe, la famille reste ensemble. Il n'y a rien qu'une saison ou deux qui ne m'ont pas suivi, mais j'étais à Bathurst là, à l'époque. Ouais. Les autres, à Rimouski, c'était à 3 heures de route. Fait que, aussitôt qu'il y avait un congé, ils venaient me voir. Aussitôt que j'avais un congé, je conduisais jusqu'à Rimouski. Fait qu'on se voyait quand même assez souvent, mais ma femme a toujours eu comme principe la famille reste ensemble, puis on passe du temps ensemble. Trouvais-tu ça dur quand vous n'étiez pas ensemble? Ben oui. Surtout mes 2 années à Bathurst. Là, puis Pierre-Luc, puis moi, ma fille aussi, là, on a une belle relation, mais ma fille est plus indépendante que Pierre-Luc pouvait l'être. Là. Fait que Pierre-Luc, je trouvais ça dur, là, ce qu'il m'appelait pour parler de hockey, entre autres, là, une mauvaise performance, quoi que ce soit. Puis là, je voyais où j'entendais dans sa voix des sanglots. Là. Je disais, oh, là, le cœur à papa a été déchiré, mais c'est sûr qu'il y a eu des moments plus difficiles. Pierre-Luc, qui me disait que c'était pas... tu as joué au hockey, tu es coach de hockey, puis Pierre-Luc est dans la Ligue nationale, puis on a parlé de Walter Gretzky. Walter Gretzky avec Wayne, c'était hockey, puis plus, puis tu peux pas être moins qu'excellent. C'était très intense, là, ce qui a mené à Wayne Gretzky. Puis pourquoi il est aussi dominant? Il est devenu pratiquement autiste du hockey. Tellement son père est intense. Pierre-Luc nous confirmait que tu étais exactement l'inverse avec lui, que tu n'étais pas quelqu'un qui mettait de la pression. Ben, je l'ai dit à ma femme quand je vois souvent des parents là, qui mettent beaucoup de pression, essaient de dicter à leurs jeunes comment jouer, comment se comporter, comment travailler, puis ça s'arrête jamais. Puis même moi, là, quand j'étais plus jeune, même mon père, pas nécessairement mettait beaucoup de pression, mais toujours des commentaires après les matchs, toujours des commentaires après pratique. Puis à un moment donné, je me souviens, Bantam, j'avais dit à mon père, là, mon père, il a une grosse voix, puis il jouait, j'entendais sa voix dans les estrades. Puis il voulait pas mal faire, là, mais j'entendais sa voix. Puis à un moment donné, je me souviens très bien, Bantam, j'avais dit, OK, là, c'est assez. Apprécie la game, encourage-moi, mais that's it, là, c'est assez. Puis, fait que j'avais dit à ma femme, quand Pierre-Luc avait commencé à jouer au hockey, si jamais je me mets à faire des commentaires, si jamais je me mets à lui dire comment jouer à chaque fois qu'il joue. Si je me mets à être négatif ou quoi que ce soit, ça presse, donne-moi une claque en arrière de la tête. Je voulais pas être comme ça. Est-ce qu'il y a eu des fois où elle a dû donner des claques en arrière de la tête? Non. J'ai quand même été toujours été bon avec Pierre-Luc. C'est-à-dire que j'aimais mieux que ça vienne de lui. J'aimais mieux qu'il me dise ce qu'il pensait de sa game. Souvent, les athlètes, ils savent ce qu'ils ont fait de bien ou fait de mal. Fait que, ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre pour leur dire constamment bon, t'as pas bien joué, t'as pas fait ce jeu-là, t'as pas. Le jeune le sait très bien. Il devient aussi un sens autocritique là, qui est très important à développer. Puis tu l'as peut-être vécu, là, mais les bons joueurs sont très autocritiques envers eux autres. Beaucoup plus qu'un joueur ordinaire. C'est pour ça qu'ils sont meilleurs. Ils sont très exigeants envers eux autres. Fait que, jamais contents. Ils sont jamais contents. Ils en veulent toujours plus. Fait que s'il faut en plus qu'un père s'impose ou embarque dans ce jeu-là, ça l'étouffe un jeune ou ça va l'étouffer. Puis j'étais pareil, j'étais très autocritique envers moi. Puis là, je voulais pas avoir cette relation-là avec mon fils. Tout ce que je demandais à Pierre-Luc, c'est le travail, mon homme. Je te demande juste ça. J'ai peut-être fait 2 commentaires au cours de sa carrière. Je me souviens, entre autres, c'est que j'étais à Bathurst, mais là, j'avais 2 jours de congé, puis je jouais dans la Beauce. Fait que j'étais parti de Bathurst pour aller le voir jouer dans la Beauce, Sainte-Marie-de-Beauce, si je ne me trompe pas. Ouais. Et puis, ce match-là, ça ne tentait pas. Là, après le match, on était dans la voiture, les deux, puis j'allais l'amener à Québec, puis j'avais dit, Pierre-Luc, si je peux conduire 4 heures pour venir te voir jouer,
je te demande juste de travailler. Là. Je te demande pas de compter des buts. Je te demande pas de performance parfaite. Mais au moins, donne-moi le plaisir de le voir travailler. Fait que c'est pas mal le dernier commentaire que j'avais fait là, sur sa performance. Mais je voulais pas être le type de père où c'est que il ne pouvait pas me parler, il ne pouvait pas me dire ses états d'esprit ou ses émotions. Je voulais que ça vienne de lui. Fait que c'est pas mal la relation qu'on a eue tout au long de sa carrière. Et encore aujourd'hui. Oui. Non, tu apprends à connaître quelqu'un, quand il veut parler, des fois, il ne veut pas écouter. Fait que des fois, je peux être 1 heure au téléphone à le laisser parler pendant 1 heure. Ouais. Puis, il se vide, c'est ça. Il vide son sac, puis il dit ce qu'il en pense ou il fait vivre, passer ses émotions. Puis je l'écoute, puis je fais pas de commentaires. Puis je sais quand il veut un commentaire. Souvent, il y a une pause. Puis là, fait que là, je me souviens cette année, à un moment donné, j'ai dit, bon, si tu veux la réponse de qui? De papa ou tu veux la réponse du coach? Là? Puis il est parti à rire. Il dit, j'ai besoin de la réponse du coach aujourd'hui. Bon, parfait. Fait que, on porte un commentaire sur le hockey, une analyse sur la game ou le jeu en question. Puis des fois, ben, il va me dire, non, ce soir, j'ai besoin de parler au père. Fait que, dans ce temps-là, on met l'autre chapeau. Puis, mais tu sais, on a une belle relation. Je n'ai jamais vraiment mis de pression. Je trouvais qu'il s'en mettait déjà assez par lui-même. Je vais passer une anecdote là-dessus sur pression. C'est que ces premières années, quand il a commencé à jouer au hockey, on m'avait demandé d'être un entraîneur à l'occasion. Tu sais. Oui. Puis au début, ben, non, je veux pas. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais y aller. Je faisais 2-3 fois qu'on m'a demandé. Fait que j'ai embarqué sur la glace. Et puis, tout de suite, là, ça n'a pas pris 10 minutes. J'ai dit, oh non, je ne peux plus rembarquer sur la glace. Il voulait absolument être parfait parce que j'étais sur la glace. Tu le sentais? Je le sentais, là. Puis il tombait ou il faisait une erreur, il se fâchait. Puis là, je l'ai vu tout de suite. Fait que j'ai plus jamais rembarqué, du moins pas quand il était avec le hockey mineur. J'ai coaché un peu plus tard le hockey de printemps. C'est ça. Mais le hockey mineur, là, j'ai été plusieurs années sans jamais embarquer là, à cause de ça. Ça changeait. Là. Ah, shit, mon père. Il n'y a pas de plaisir quand j'étais sur la glace. Là, ça tombe mal. C'est le seul but. Oui, c'est ça qui est du plaisir. Fait que j'ai dit à ma femme, je dis non, je ne peux pas embarquer. Comme on n'a jamais vraiment joué au golf ensemble, parce que quand on joue ensemble, il veut absolument me battre. Il n'y a pas de plaisir à jouer au golf. On joue rarement ensemble au golf. Est-ce que tu as déjà dit ça, l'affaire du coaching? Je ne t'ai pas coaché parce que je le voyais bien. Oui. Qu'est-ce qu'il disait? Oui, il était correct avec ça. Mais à l'époque, en autant que je sois là. Je pense en autant que je sois là dans les estrades puis que je puisse vivre des moments avec. Je pense que c'était ça qui était le plus important. Parce qu'il nous a dit parce que j'avais demandé, t'as-tu déjà coaché? Puis il disait ça l'été, c'est ça? Oui, c'est le hockey de printemps. Ben, il y en a qui jouent tout l'été, il y en a qui font juste du hockey de printemps, mais à l'époque, à Bécomo, le printemps, il n'y a pas de printemps à Bécomo. L'été arrive le 21 juin, puis that's it, l'été d'école. Ça, c'est l'hiver tout de suite, pas d'automne. Non, l'automne est très court. Fait que je trouvais que le baseball commence pas avant le fin juin, le soccer, le football. Fait que je me disais, bon, qu'est-ce qu'il peut faire du mois de mars jusqu'au mois de juin, tu sais. Fait que un de mes amis qui est Patrick Caron, qui faisait du hockey à Rimouski à l'époque, ben, il fait encore du hockey à Rimouski. C'était parti un programme de hockey de printemps. Puis il m'a demandé si ça pouvait intéresser Pierre-Luc, puis si ça pouvait m'intéresser de coacher cette équipe-là. Puis je me suis dit, ça me permettrait peut-être de passer davantage de temps avec Pierre-Luc, ce qui, durant l'hiver, n'est pas nécessairement possible du fait que je coachais une équipe. Fait que j'avais décidé d'accepter. Je dis, bon, parfait. C'est un programme d'à peu près 6 semaines. Moi, en tant qu'entraîneur puis en tant que parent, je ne voulais pas que Pierre-Luc joue plus longtemps que le 1er juin. Je trouve que c'est important que les jeunes aujourd'hui fassent d'autres sports. Oui. Trop souvent, on se concentre, surtout depuis qu'on a vu Tiger Woods qui a commencé à jouer au golf à 2 ans puis qui est devenu le meilleur golfeur de tous les temps. On pense que tous les athlètes vont... ça snapper un moment donné aussi, Tiger. Oui. C'est ça. Fait que tout le monde pense qu'ils vont devenir le prochain Tiger Woods ou le prochain Wayne Gretzky. Mais même Wayne Gretzky jouait au baseball durant l'été. J'avais entendu Wayne Gretzky dire, il dit, moi, quand la saison de hockey finissait, là, je n'étais plus capable. C'est ça. Le hockey dans le fond du garde-robe, il dit, j'avais tellement hâte de jouer au baseball, je voulais rien savoir. Alors, je reverrai mes patins en septembre, c'est fini pour moi. Puis Wayne Gretzky aimait
selon de ses propres dires, là, il aimait plus le baseball que le hockey. Il aurait aimé ça, jouer au baseball, mais il savait que ses attitudes naturelles. Non. Et bon, évidemment, il a fait une vie au hockey, mais il dit, moi, c'est sa vraie passion, Wayne Gretzky, c'est le baseball. Ça te donne une idée que... Non, mais je suis pas mal. Je suis pas loin de Wayne. Moi aussi, le baseball, c'est pour moi, là, quand j'étais plus jeune, il n'était pas question que je joue au hockey durant l'été. Fait que je voulais pas que mon gars joue au hockey. Fait que j'avais une politique avec cette équipe-là, puis avec mon garçon. Le 1er juin, on pack l'équipement, puis tu le ressortiras fin août avant que la saison commence. Ouais. Mais tu feras d'autres choses. Puis j'avais mis ça. Les parents, des fois, m'étiraient. Ah, Rick, on pourrait faire un autre tournoi au mois de juin. Je dis, non, il n'y en a pas question. Si vous voulez faire un autre tournoi, c'est à votre choix, mais ça va être avec quelqu'un d'autre. Ça ne sera pas avec moi. Est-ce que Pierre-Luc, ça la tristait? Il dit, mais je jouerais tout cet été? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est sûr qu'il aurait voulu jouer tout l'été, mais je pense qu'il a toujours respecté ma politique. Là. C'est sûr que ça l'a bloqué. Tu vois qu'est-ce qui est rendu? Une version non. pauvre de lui-même. Non, c'est pas vrai. Au contraire, Non, ça n'a mais- rien changé. Au contraire, ça lui a fait du bien. Dans la Ligue nationale, c'est tous des athlètes. Puis Ça, c'est officiel. c'est tous des athlètes. Puis j'ai pour mon dire que si tu fais juste un sport, tu n'es pas un athlète. Il te manque de la motricité ailleurs, il te manque d'autres choses ailleurs. À Rimouski, durant le camp d'entraînement, on faisait toujours 2 choses. Un tournoi de volleyball sur plage, puis un tournoi de baseball, de balle molle. Puis j'ai tellement vu de joueurs qui n'étaient pas capables d'attraper une balle ou qui n'étaient pas capables de lancer une balle. Des joueurs qui n'avaient jamais joué au volleyball de leur vie. Une année, les coachs, on a gagné le tournoi de volleyball sur plage. On riait tellement, là. Des gars de 45 ans qui Qui battent battent des des gars de 19, 20 ans, 18 ans. Puis là, les joueurs étaient tout enragés qu'on ait gagné le tournoi. Mais c'est juste pour te dire que Ils n'ont rien fait d'autre. c'est pas des athlètes, ou du moins la moitié de notre team, Ouais. c'est pas des athlètes, c'est des joueurs de hockey, mais ils n'ont aucune habileté Autre. à l'extérieur que sur une patinoire. Pierre-Luc était un bon joueur de baseball. C'était un bon athlète. Il joue au baseball, il joue au soccer, il joue au tennis à l'occasion avec ses amis. Il n'était pas un mauvais joueur de golf. Il n'avait pas nécessairement la patience, La patience. pour jouer au golf. Fait que, il y a quand même de belles habiletés autres que de jouer au hockey. Ouais, c'est Sébastien Bordelot qui était venu au podcast. Sébastien il fait du skills, développement de skills avec les joueurs canadiens. Puis il dit, ça me fascine quand les goalers, tu sais, au baseball, mettons, tu vas attraper la balle de l'autre côté, Oui. de la main du gant, un espèce de crossover. Il dit, les goalers, mettons, aujourd'hui, ils n'ont pas joué au baseball. Fait qu'ils sont comme un peu des robots, comme non, mon gant, il va pas de l'autre bord. Mais parce que le cerveau a juste exécuté une technique tout le long, tu sais. Fait qu'ils n'ont pas cette espèce de flexibilité mentale, si on veut. En tout cas, s'il y a des parents qui nous écoutent, prenez des notes. Non. Faites d'autres choses l'été. Puis un commentaire sur les gardiens de but, tu verras souvent que les gardiens de but européens ont une meilleure mitaine que les gardiens nord-américains parce qu'ils font d'autres sports. Les Scandinaves qui ont développé une Ouais, spécialité. les Finlandais jouent un match qui est similaire au baseball. Puis souvent, les gardiens finlandais, là, tu leur vois attraper la rondelle du côté de leur bloqueur. Là. Un peu comme un catcher. Là, oui, les Finlandais qui ont développé une spécialité là, pour un peuple de 5-6 millions. Ils font bien. Un bon pourcentage des gardiens de la Ligue nationale viennent de quelque chose qui est plus petit que la ville de Toronto en termes de démographie. Là, fait que c'est pas peu dire quand même. On parlait justement de toi qui ne force pas Pierre-Luc à jouer. Pierre-Luc qui nous a même avoué qu'il a essayé de te blackmail, il a essayé de te faire du chantage quand tu es parti en Allemagne ou je sais pas trop quoi. Il a dit il me souviens plus quoi. Il a dit si tu t'en vas, je jouerai plus au hockey. Puis, tu te souviens-tu de ça? Je me souviens, je ne sais pas si c'est cet incident-là, mais je me souviens à l'époque que j'étais à Rimouski. Ma première année que j'étais à Rimouski, je venais de signer un contrat de 4 ans à Bécamo, puis ils m'ont remercié. Fait que. Tu viens de signer un contrat de 4 ans, puis ils t'ont renvoyé? Un contrat de 4 ans, puis un mois plus tard, ils ont décidé de me remercier. Il est arrivé quelque chose, là, mais. Fait que j'ai dit, OK, parfait. Je vais rester chez nous, puis je vais passer du temps avec la famille. Parce que tu es payé quand même. Oui, c'est ça. Je te continue à être payé. Fait que. Bon, je suis parfait. C'est un 4 ans est presque donné. Oui, c'est ça. Puis là, bon, je riais. Je dis, OK, on va permettre de passer du temps avec la famille. Sauf que je ne voulais pas rester à Bécamo. Fait qu'on a décidé de déménager à Rimouski. Tu aurais croisé le même monde. Le même monde constamment. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que à l'épicerie. Je ne voulais pas nécessairement vivre ça. Puis j'avais donné quelques endroits précis là, où je sais qu'on pouvait déménager à la famille. Québec, centre du Québec, Montréal. Puis Rimouski faisait partie de...
ça permettait à mes enfants de rester proches de leurs amis qui étaient à Bécomo, puis Pierre-Luc avait des amis à Rimouski. Fait que, finalement, Clairement aussi que tu devais avoir dans la tête l'œil sur l'Océanique aussi. Non. C'était vraiment pour la famille que je voulais faire ça. Puis ma femme, mes enfants ont décidé de déménager à Rimouski. Parfait, on s'en va là. Puis j'aimais le coin, j'aime l'Est du Québec quand même. C'est un endroit qui est très beau, qui est très paisible. Là, pour élever une famille, je trouve que c'est un bel endroit. Ouais. Fait que, puis entre-temps, j'ai reçu un offre pour aller coacher en Autriche. Et puis, fait que, wow, là, j'étais un peu finir l'année en Autriche. Puis je me souviens très bien, là, on était en train de souper les 4 ensemble, puis j'ai donné la nouvelle à la table. Bon, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis ma femme, elle, parce que quand je jouais en Europe, s'il y avait des semaines de congé ou quoi que ce soit, on partait tout le temps voyager à un endroit en Europe. Je voulais pas. Je me disais, ouais, c'est ça, on est en Europe, on va en profiter, on va voir un peu l'extérieur. Fait que, il y a une année, on avait été à Salzbourg, Innsbruck. J'avais visité l'Autriche, puis ma femme à Salzbourg. Si tu demandais demain matin quelle ville t'as aimé le plus dans le monde, puis c'est sûr qu'elle a dit Salzbourg. Coup de foudre. Coup de foudre. Fait que là, quand j'ai proposé ça à table, que je venais d'avoir un offre pour aller en Autriche, puis c'était Salzbourg, entre autres, ma femme, oui, là, j'ai vu les grands yeux. Puis là, je me suis retourné vers les enfants, puis les deux sont mis à brailler. Ma fille, mon gars. Puis je pense que c'est là que Pierre-Luc m'a dit, si tu vas, je joue plus au hockey. Puis... mais là, c'était comique. Il y avait ma femme qui était excitée l'opportunité de peut-être aller travailler ou aller vivre à Salzbourg. Puis j'avais mes deux enfants qui braillaient de l'autre côté avec... j'ai dit, OK, je pense qu'on va... 2 contre 1. Ouais, je pense que ça ne passera pas. Fait que j'ai rappelé l'agent en question, puis je dis, on oublie ça, ça sera pour une prochaine fois. Fait que, je pense que c'est l'incident que tu parles. Oui, ça doit être ça. Il faisait référence à quand tu devais partir en Europe, fait que ça devait être ça. Mais par rapport à ça, lui, son point de vue, son souvenir de l'événement, c'est que tu avais dit, si tu t'en vas, je ne jouerai plus. C'est à quoi tu as répondu, ouais, ben, ça sera pas pour ça que je partirai pas. Dans le sens que c'était pas ça l'argument qui te convainquait. Tu as dit, si tu veux pas jouer, je joue plus. Là, OK, c'était pas pour moi, c'était pour toi. Non. Ouais, on a changé quand même de jouer. Bon. Mais, que c'était pas le père qui va. Si lui voulait pas jouer, je pense. Non. C'est la première année qu'il a joué Pee-Wee 2A. L'école est à Montjoly, fait qu'il fallait qu'il parte de Rimouski vers. Je pense que l'autobus ramassait les jeunes vers 6h30, 7h. C'était pas mal de bonne heure. Fait qu'on se levait de bonne heure le matin, puis embarquait dans l'autobus. Mais ça prend peut-être une demi-heure pour un autobus de se rendre à Montjoly, sauf que tu as la ronde de lait où c'est que tu ramasses tous les gens qui sont à Rimouski. Fait que c'est un voyage qui pouvait prendre peut-être 50 minutes au lieu d'une demi-heure. Puis je me souviens, après à chaque jour qu'il revenait avant de souper, puis il arrivait vers 4h30 là, à Rimouski, à chaque jour, il se plaignait. Chaque jour, il chialait. Je suis fatigué, c'est trop long, j'arrive trop tard. Il se plaignait tout le temps, chaque soir. Puis là, après la première semaine, moi et ma femme, on s'est assis avec, on lui a dit... On ne te force pas à aller jouer dans le 2A, mon homme. Si tu n'es pas capable ou tu veux pas, c'est pas plus grave que ça. Reviens à Rimouski, tu joueras dans le 2C, puis c'est fini. Tu vas te lever à 7h30 au lieu de te lever à 6h, puis tu vas être à la maison à 3h30 au lieu d'être 5h. C'est ton choix. Nous autres, on ne t'oblige pas à aller jouer à Montjoly. Là. C'est comme tu veux. Mais une fois que tu vas prendre ta décision, vis avec ta décision, là, mon homme. Fait que si tu veux rester à Montjoly, on ne veut plus t'entendre chialer. Puis si tu veux revenir à Rimouski, c'est correct, là. C'est ton choix, là. La balle dans ton camp. Puis je me souviens que, OK, c'est beau, je vais rester à Montjoly. Bon, parfait, mais on ne veut plus t'entendre chialer, là. C'est assez, là. On t'a enduré pendant une semaine, là, mais c'est déjà pas plus. Pas plus, là. Y a-tu tenu son mot? Oh, non, il a arrêté de chialer, puis ça levait le matin. C'était pas plus facile à lever le matin, mais c'était correct. Est-ce que les décisions, là, quand tu propose des trucs autour de la table, c'est comme ça que les décisions étaient toujours prises? Oui, non. Puis, tu sais, des fois, je vois des gens qui imposent. J'ai jamais voulu vraiment imposer quoi que ce soit avec mes enfants. Je voulais plutôt qu'ils prennent une décision, mais vis avec la décision. Assume. Si tu as dit oui, tu as dit oui. Tu peux pas changer d'idée le lendemain, là. Fait qu'avant de prendre une décision, fais les pour, les contre, si tu veux.
Mais assume. Une fois que c'est fait, là, la parole de quelqu'un est très importante. Fait que si tu as donné ta parole que tu vas participer à quoi que ce soit, autant pour ma fille que pour mon gars, assume ta décision. Dans le fond, Pierre-Luc, il voulait jouer au hockey. C'est ça. Ah non. Les gens sont. Des fois, ils chialent, mais assume, mon homme, c'est toi. Même chose quand il était à la Rivière-du-Loup en pension chez Mélanie, comme tu mentionnais. Si tu veux y aller, vas-y, mais. On ne veut pas t'entendre chialer, on ne veut pas t'entendre dire que tu t'ennuies de la maison. Si tu t'ennuies, il y a une façon de. Si tu t'ennuies, tu peux nous le dire. Ça prend 1 heure et quart, Rimouski, Rivière-du-Loup. Puis on l'a fait plusieurs fois durant cette saison-là, où c'est qu'on allait souper avec à Rivière-du-Loup. Là. On se sentait des fois qu'il s'ennuyait de la maison, quoi que ce soit. Puis que la fin de semaine précédente, il était sur la route, il n'a pas eu l'occasion de revenir à la maison, quoi que ce soit. Fait que, non seulement on allait le voir jouer quand il était à la maison, ou ma femme allait le voir jouer. Parce que des fois, moi, je ne pouvais pas y aller, bien entendu, mais durant la semaine, je pouvais aller souper avec. Est-ce que tu trouves ça intense comme père? Tu sais, comment ça fonctionne, le hockey de 2 lettres? Ça implique toujours plus de temps, de distance, d'argent. Il y en a qui n'ont même pas la chance aussi d'avoir les montants, des fois, que ça implique. Comme père, de tout le temps, justement, comme ton gars à droite, à gauche, des pensions à 15 ans, des fois, tu dis, comme père, t'étais-tu un peu trouvé ça dur? Ben, j'étais déchiré quand je voyais qu'il était down, là, quand il y avait des mauvaises passes, qu'il s'ennuyait ou qu'il me le laissait savoir. C'est toujours déchirant pour un père, pour un parent. C'est sûr que le hockey aujourd'hui, là, c'est très dispendieux. Là. C'est pas un sport. Il doit y avoir de bons athlètes, de bons joueurs qui ne jouent pas au hockey aujourd'hui, qui n'ont pas la chance, à cause qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Là. Je me souviens très bien que ma femme venant des États-Unis, ben, elle, c'était le baseball ou la balle molle. Puis c'est pas un sport qui est aussi dispendieux que le hockey. Je me souviens très bien, lorsqu'on commençait à avoir les factures de hockey, ma femme a dit ben, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Qu'il fasse d'autres choses. Tu as dit, en plus, il n'est pas goaler. C'est ça. Imagine si c'était goaler, on est chanceux. Puis moi, à un moment donné, ça a cliqué. Là. Ce que je faisais dans mes contrats, lorsque j'étais entraîneur, ben, je mettais une paire de patins pour Pierre-Luc, puis je mettais des bâtons dans mon contrat. Au lieu de me donner de l'argent, ben, additionnel, ben, il y avait une paire de patins gratuites par année. Parce que les deux affaires qui coûtent cher, c'est les patins parce qu'ils grandissent, les petits tendons. Puis les bâtons parce que, Colin, ça coûte des One Piece à cette heure. Ah non, c'était incroyable, les One Piece à cette heure. Moi, j'ai joué avec des Sherwood jusqu'à 16 ans, je pense. Mon père me regardait, moi, ça sera pas moi qui va t'acheter un One Piece. Non. Fait que je mettais ça dans mon contrat, mais c'est très dispendieux de jouer au hockey, mais en tant que père, là, c'était surtout lorsqu'il y avait une baisse de régime ou il s'ennuyait ou ça allait pas bien ou quoi que ce soit, là, que des fois, c'était déchirant. Là. Mais on passe au travers. Ben, je trouve que ça forge le caractère d'une personne. On essaie de l'encourager, on essaie d'y donner des pistes pour qu'il se sente mieux, pour qu'il passe à travers ces étapes-là. En tant que coach qui est père et que père qui est coach, tu as comme vu les deux côtés de la médaille. Tu as été des deux côtés. C'est quoi le conseil que tu as envie de dire au père? C'est quoi le conseil que tu as envie de dire au coach? Et pas à toi, je parle aux autres pères, aux autres coachs, vu que tu as vu les deux côtés de la médaille. Puis c'est rare que les gens voient les deux côtés. D'habitude, ils ont juste leur point de vue. Oui. Non, tu as entièrement raison. C'est pas toujours aussi noir que ça l'est. C'est pas toujours aussi pire que ça l'est vraiment. En tant que joueur ou en tant que... je le réalise là, plus tard lorsque je suis devenu coach, mais quand j'étais joueur, je ne le réalisais pas. On pense des fois là, que c'est catastrophique, mais c'est pas nécessairement aussi pire que tu penses que ça l'est. Fait que, en tant que parent, des fois, Pierre-Luc me donnait sa version, puis je me disais, ça peut pas être si pire que ça. Là, des fois, on a peut-être, ou les jeunes ont peut-être tendance à exagérer la situation. Fait qu'en tant que parent, bon, il faut que tu en prennes, il faut que tu en laisses, il faut que tu supportes, tu sois à l'écoute de ton jeune, là, bien entendu. Fait que c'est des fois essayer de faire la distinction des situations. Puis un coach, là, des fois, t'as assis mon gars sur le banc, tu lui donnes pas sa chance. Moi, j'ai toujours dit que chaque joueur a une opportunité. Des fois, on la voit pas passer, l'opportunité, ou des fois, on la saisit pas, Puis ça se peut que l'opportunité ne dure pas longtemps. Ça se peut que ce soit juste un match, ça se peut que ce soit juste une fin de semaine. Un peu comme cette année à Pierre-Luc, quand ça allait pas bien au début de l'année.
Là, à un moment donné, Pierre-Luc, moi, j'ai plus beaucoup de glace. T'sais. Puis j'essayais de dire, parce que je trouvais qu'il jouait ses talons moi, au début de l'année, en tant que coach. Là. Puis je dis, Pierre-Luc, arrête de jouer ses talons. Ça marche pas, un joueur qui joue ses talons. Il faut que tu performes, puis il faut que tu te laisses aller. Puis sa réplique était, ben, je veux pas faire d'erreur. Ouais, tu veux pas faire d'erreur, mais tu fais rien là, présentement. T'sais. Fait qu'à un moment donné, c'était sec l'adjoint, n'a pas aimé les réponses de l'adjoint. Puis là, un peu plus tard, il dit, Pat, penses-tu que je devrais en parler à Torts, tu sais? Bon, si tu vas faire ça, il faut que tu poses les bonnes questions, puis il faut que tu les poses de la bonne façon. L'entraîneur n'aime pas se sentir critiqué par rapport aux joueurs ou n'aime pas un joueur qui va se plaindre de son temps de glace, quoi que ce soit. T'sais. Fait que je pose les questions de la bonne façon. T'sais. Fait que je pense que c'est ça qu'il a fait. Un bon échange avec Torts. Puis là, il est revenu, il dit, bon, c'est fait, j'ai parlé, il m'a dit ça. Il m'a dit exactement ce que toi, tu m'avais dit, c'est-à-dire d'arrêter de jouer ses talons, performer. Bon, je suis correct. Vraiment, Pat est peut-être un bon coach. Non, mais c'est pas ça que j'y ai dit. Ça aurait été facile, peut-être, là, mais des fois, on écoute plus le coach qu'on peut écouter son père. Ça fait que j'étais très conscient de ça. Mais là, j'avais dit à mon gars, là, tu vas avoir une opportunité à un moment donné, là, mon homme. Quand est-ce qu'elle va venir? C'est-tu le prochain match? C'est-tu le match suivant? Parce que là, un entraîneur qui te dit quoi faire ne peut pas continuer à t'asseoir sur le banc, on ne peut pas continuer à te limiter ton temps de glace. Il faut qu'il te donne une opportunité de matcher ce que tu lui as dit, de prouver ce que tu lui as demandé. Fait que là, l'opportunité va venir. Arrange-toi pour la voir, puis arrange-toi pour la saisir. Si tu ne la vois pas venir, tu vas en manquer. Si tu la vois venir, tu ne la saisis pas, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir, cette opportunité-là. Fait que sois prêt. T'sais. Fait que des fois, les jeunes, le coach m'aime pas, le coach. C'est pas vrai. Il n'y a pas un coach qui va asseoir un joueur sur le banc et qui va l'empêcher de gagner. T'sais. Il y a peut-être d'autres jeunes qui sont meilleurs que d'autres dans différentes situations. Il y a peut-être d'autres jeunes qui n'ont pas vu l'opportunité passer ou qui ne l'ont pas saisie, mais elle passe l'opportunité. Il faut juste la saisir. Puis comme je t'ai mentionné, des fois, l'opportunité, c'est un match, des fois, c'est une fin de semaine, des fois, c'est un mois. On ne sait pas. Il y a des situations qui te permettent de donner une opportunité pour un match, 2, 3, 4. Ça change d'une situation à l'autre. Fait que, pour Pierre-Luc, ça n'a pas été très long. Non. Il l'a saisi. Il l'a saisi, je pense que... Comme il l'a expliqué, en fait, le match d'après. Il a dit, je te donne ton opportunité, le match prochain. C'est ça. Je te mets au centre. C'est ça. Puis il l'a saisi. Il a bien performé ce match-là. Fait que, j'avais dit, sois prêt. Et il était prêt. Ouais. Ce match-là était prêt. Le match d'après était prêt. Le match d'après, il était prêt. Puis il a fait 2-3 points en 2-3 games d'après. Puis ça a été le début du reste de sa saison. Puis il a fini avec 48 points à 19 ans. Fait que, t'as pour dire, yeah! il a bien vu ça. Puis, bon, bref. Tu penses-tu que tu pourrais coacher Pierre-Luc dans la Ligue nationale un jour? C'est sûr que tu y as pensé. Oui, j'ai des gens qui... À l'époque... C'est jamais. Non, je sais. À l'époque, l'Océanique de Rimouski aurait aimé repêcher Pierre-Luc. Moi, j'étais pas à l'aise là, en tant qu'adjoint. Ouais. Puis tu n'étais même pas coach en chef. Non. Je pense que ça serait plus facile d'être coach en chef. OK. Surtout au niveau junior. Là. Pourquoi? J'ai vu Patrick Roy qui coachait ses garçons. J'ai vu les Sutter, Brent Sutter qui a coaché ses enfants. Dale Hunter a coaché son... puis quand je parlais avec eux autres, un coach en chef généralement prend des décisions pour le bien de l'équipe. Ensemble, Fait que son jeune joue ou joue pas ou joue moins, il prend toujours des décisions pour l'équipe. Tandis que l'adjoint, il n'y a pas aucun contrôle sur des situations. Fait que je me voyais pas... je sais pas. C'était une situation que moi, j'étais pas à l'aise. Je n'avais parlé à Pierre-Luc. Il va toujours avoir du monde pour dire, bon, Pierre-Luc a réussi ou il est là parce que son père est là. Fait que je voulais pas nécessairement que Pierre-Luc vive ces situations-là. Puis je voyais pas nécessairement... Je voulais pas non plus être entre le coach en chef et le joueur. Je trouvais que c'était une situation qui était ambiguë, puis je voulais pas nécessairement la faire vivre à Pierre-Luc. Finalement, c'est une autre équipe qui l'a repêché? Oui, Cap-Breton. Mais est-ce que c'est parce que vous avez passé par-dessus? Non. C'est...
le propriétaire, M. Tanguay, Ouais. puis Éric Boucher, qui est le président, ont toujours mis beaucoup d'importance sur les joueurs locaux. Les autres voyaient Pierre-Luc comme un joueur local. Est-ce qu'on peut faire un offre aux équipes qui sont en possibilité de repêcher Pierre-Luc? Il m'avait approché avant de pouvoir faire un échange ou quoi que ce soit. Puis moi, je me voyais pas dans une position. Non, je comprends. Tu as parlé du rôle d'assistant. Ça a toujours fasciné le coach en chef. C'est un peu la vedette là, des coachs. Ouais. Mais c'est quoi la job d'un assistant coach? Ben, moi, ce que j'aime du côté d'adjoint, puis c'est ça que je parlais avec Pascal Vincent, des fois. Qui est aussi assistant. Qui est assistant avec les Jets, qui est rendu entraîneur-chef avec la Mousse. J'aime la relation qu'un entraîneur adjoint peut avoir avec ses joueurs. C'est plus proche, on échange beaucoup. Moi, j'aime m'asseoir au moins une fois par semaine avec mes défenseurs. Je m'occupe des défenseurs avec le Moose du Manitoba. Fait que j'aime cette relation-là avec les joueurs que l'entraîneur-chef ne peut pas nécessairement avoir. L'entraîneur-chef garde plus ses distances, s'occupe de l'ensemble de l'équipe, tandis que l'entraîneur adjoint au niveau de la Ligue américaine, du moins pour moi, là, me permet d'être plus proche d'eux autres, d'échanger. Puis comme je te mentionnais, je m'assois une fois par semaine avec eux autres, soit que je fais du vidéo, soit que j'échange. On apprend à connaître nos joueurs, on apprend à voir leur état d'esprit, leur body language, comme langage corporel. Ouais. Des fois, hop, il est dans une mauvaise passe. Pourquoi? Ça va pas bien, pas de bonne humeur depuis une semaine. Fait que, hop, tu viendras faire un tour dans mon bureau. Fait que ça me permet d'être proche d'eux autres, ça me permet d'échanger avec eux autres, ce que j'aime beaucoup faire. Puis une fois par semaine, je m'assois avec mes joueurs, avec mes défenseurs du moins, puis que ce soit du vidéo ou juste jaser, j'en profite. Puis j'aime ce côté-là, cet aspect-là de la game. Est-ce que ça reste que ton but, c'est d'être coach en chef dans la Ligue américaine? Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. On m'a posé la question lorsqu'on m'a embauché avec les Jets, puis on en a reparlé, moi, de Pascal, puis j'ai dit, honnêtement, là, j'aime ce que je fais, j'aime ma relation, puis sans être prétentieux, je pense que je fais une bonne job d'adjoint. Ouais. Puis dans la vie, je pense qu'il faut savoir où c'est que tu es bon. Il faut que tu saches tes forces, tes faiblesses. Puis je trouve que c'est une force que j'ai présentement, là, d'être capable d'enseigner aux défenseurs, d'être capable d'avoir une belle relation avec les joueurs, puis de supporter puis d'appuyer l'entraîneur-chef en tout temps. Est-ce que ça serait de base, si tu as le rôle d'assistant puis de coach de défenseur, ça serait une possibilité ou un rêve de le faire dans la Ligue nationale? Avec Pierre-Luc ou... Pas nécessairement. Non, parce que Pierre-Luc est attaquant, anyway. Non, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Ligue nationale, c'est quand même une opportunité. Oui, tant qu'à être si proche que ça de la Ligue nationale, tout de suite commencer à y penser. Oui, non, ça reste l'objectif quand même. Tu es parti du junior majeur pour monter quand même. Puis justement, tu étais coach en chef dans le junior majeur. La différence entre la manière que tu parles aux joueurs quand tu es dans le junior majeur versus la Ligue américaine? C'est des adultes. C'est des adultes. Je trouvais que c'est pas même indifférent du junior dans le sens qu'ils veulent apprendre, ils veulent progresser. Puis dans la Ligue américaine, ils sont très, très proches de faire la Ligue nationale. Il reste une étape. Joueurs, ouais. C'est ça. Il reste vraiment une étape. Fait qu'ils sont très réceptifs. Ils veulent apprendre, ils veulent se faire enseigner. La grosse différence, c'est que c'est des adultes. Fait qu'ils sont beaucoup plus matures. Au niveau junior, des fois, les jeunes, lorsque tu leur montres des erreurs sur vidéo, ce qu'ils devraient améliorer, pression personnelle, c'est plus de l'immaturité qu'autre chose. Tandis qu'au niveau professionnel, que tu leur montres des erreurs ou ce qu'ils doivent améliorer, mais ils ne le prennent pas personnel. C'est plus professionnel, c'est plus mature dans leur approche. Parfait, coach, c'est ça que je dois faire, c'est beau. Tandis que dans le junior, des fois, ils sont immatures. Pourquoi? Il est-tu après moi? C'est surtout la grosse différence. C'est vraiment la maturité des joueurs professionnels comparativement au niveau junior. Mais dans l'ensemble, les deux veulent apprendre, les deux veulent progresser. Ça se passe bien aussi pour votre club à Winnipeg, là, une belle équipe. L'équipe mère, là, je parle. Là, je les voyais même aller plus loin. Là, cette année, ils sont brûlés en deuxième ronde. Ils ont tous perdu, ils ont tous donné contre Nashville. Là. Mais je pense que pour le reste du temps, il y a quelque chose. Est-ce que toi, veux pas, en tant que gars qui est sa liste,
quand l'équipe va mal, souvent il y a des renvois de coach, tu vois des opportunités pour monter avec Pascal. Tu sais, tu peux pas ne pas penser à ça, ça fait trop partie de ton quotidien. Ben, on veut le succès des Jets, ça, c'est officiel. En bout de ligne, tu sais, notre mandat principal avec Pascal, lorsqu'on s'est assis avec l'organisation il y a 2 ans, on nous a carrément dit c'est pas grave si vous ne gagnez pas dans la Ligue américaine, en autant que les joueurs progressent. On veut développer des joueurs, c'est ça. Développer des joueurs, en autant que les joueurs progressent. Et lorsqu'on a des rappels à faire, on veut absolument que le jeune nous aide à gagner, à avoir du succès avec les Jets. Fait que vous perdez en bas, ça nous importe un peu. Mais il faut absolument que le jeune, lorsqu'il y a un rappel, qu'il soit en mesure de nous aider à gagner. L'objectif principal de l'organisation, c'est de gagner la Coupe Stanley et non de gagner la Coupe Calder. Right. Fait que c'est pour ça que, il y a 2 ans, on avait seulement 2 vétérans pour que nos jeunes puissent jouer énormément. L'année passée, on avait 5 vétérans parce que là, on avait moins de jeunes qui rentraient dans l'équipe. Fait qu'on voulait les entourer de bons vétérans. Ce qui nous a permis peut-être d'avoir un peu plus de succès l'année dernière que l'année précédente. Mais le but principal, c'est vraiment. Fait que on veut le succès des Jets. On travaille pour que le succès pour que les Jets aient du succès. On travaille pour que les Jets gagnent la Coupe Stanley éventuellement. Moi, je me sens très bien de travailler avec Pascal Vincent. Je lui suis très loyal. Je connais Pascal depuis qu'on a joué nos années juniors ensemble. Fait que on est de bons amis. Si Pascal a une opportunité dans la Ligue nationale, je vais me croiser les doigts pour qu'il m'emmène avec lui. Pense à toi. Pascal, je pensais qu'on était chum. Mais tu sais, ça se peut qu'il y ait aussi qu'il choisisse quelqu'un d'autre, puis j'en voudrais jamais pour ça. Mais c'est sûr qu'on y pense, là. Puis des fois, on échange là-dessus, puis... oublie pas, là, c'est une chance, tu m'emmèneras avec toi, mais... Puis il dit, ouais. Oui, c'est sûr. Un de ces jeunes-là que vous avez développé, c'est Joel Armia. Je ne me trompe pas. Bien, il a gradué avant que j'arrive. Je n'ai pas nécessairement eu à le côtoyer. Donc tu l'as moins vu. Les 2 jeunes que j'ai côtoyés davantage les 2 dernières saisons qui ont gradué, c'est Kyle Connor et puis Jack Roslovich qui a terminé la saison. Ça, c'est Kyle les 2... Connor est tout un joueur. Oui, mais un scoreur. l'année précédente avait commencé avec les Jets, ça n'avait pas bien été. Ils nous l'ont retourné en bas pour finir l'année. Et puis, eu une excellente saison avec nous autres. Cette année, il a recommencé... c'est-à-dire, ils l'ont renvoyé avec nous autres. Ouais. Puis, quand ils ont renvoyé Carl, ils nous ont mentionné à nous autres aussi. Bon, on veut qu'il travaille sur ça, that's it. C'est juste ça qu'on veut qu'il devienne un meilleur joueur dans ces 2 situations-là. Puis s'il le fait, bien, il va remonter. S'il ne le fait pas, ça va prendre plus de temps. Parce que le talent offensif, il l'avait. Ça. Oui, non, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'espace dans la Ligue nationale. Hein? Puis, non. Il a été excellent aussi quand il avait glissé au repêchage. Il a glissé aussi. Puis, ça s'avérait tout un vol. Puis même des joueurs, je pense, qui ont... j'ai remarqué ça. Moi, en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses comme coach. Ben, je ne connais pas ça autant que vous, mais une affaire qui m'avait sauté aux yeux pendant les séries avec Winnipeg, que j'aimais beaucoup. Il y a des affaires, là, quand ils ont commencé à perdre, tout ça. Un gars comme Patrick Laine, qui est très jeune, 19 ans, pas de sens. 40 de buts. Là, un talent offensif, un tir, élite. C'est pour ça qu'il joue dans la Ligue nationale à cet âge-là. Il marque des buts. Il est tous du même bord. Là, l'office a le même que Stamkos, puis le même qu'Ovechkin. Mais dans les subtilités de la game, dans les séries, à part dans un contexte où il y a la rondelle dans cette position-là, je voyais toutes ces lacunes. Puis je me disais, là, je te dis pas ça pour te mettre dans une situation où tu sortes de lui, mais je me disais, c'est ça qui parle quand il dit d'un joueur, il est pas très complet en ce moment. Puis lui, c'est parce qu'il est tellement fort dans une catégorie qui est celle de marquer des buts. C'est sûr qu'ils vont l'habiller à chaque game. C'est juste, il donne une chance de gagner à chaque fois. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent marquer autant de buts. Mais je voyais tous les turnovers qu'il créait, puis je me disais, si bol, une chance que c'est Patrick Laine, parce qu'il y a des gars qui seraient renvoyés ailleurs, là, tu sais. Donc, un gars comme Kyle Connor, qui a un talent, encore une fois, quand même exceptionnel, un choix de première ronde, même lui, qui n'est pas si loin, se fait envoyer dans la Ligue américaine, travaille telle affaire. Et c'est là que tu vois qu'il y a beaucoup d'affaires à apprendre au complet, que bien des gars, même s'ils sont très bons dans certaines catégories, ne savent pas encore. Tu as entièrement raison là-dessus. Je pense pas que Patrick Laine s'en va. Non, mais lorsque les Jets ont perdu en 4 matchs contre
les Ducks d'Anaheim. OK, non, OK. V'là 4-5 ans. Le 4-5 ans, ils ont perdu en 4 matchs. Ils ont fait les séries, ils ont perdu en 4 matchs contre Anaheim. Le directeur gérant, Kevin Cheveldayoff, avait pris une décision à la suite de l'élimination du club de rajeunir l'équipe, d'être plus rapide. Lui, il avait trouvé que le club n'était pas assez rapide, était trop vieux. Il dit, on va rajeunir l'équipe. Ouais. Tu dis ça à ton propriétaire, tu viens de faire les séries pour la première fois de l'histoire des Jets. Tu dis que tu vas changer la formule. Mais le propriétaire décide d'embarquer. Thompson? Non, il y a Thompson qui est le gros propriétaire, mais c'est vraiment Mark Chipman qui est impliqué au quotidien. Et puis, Mark a décidé d'embarquer. C'est parfait. J'aime ton plan, j'aime ta vision. Parfait, on y va avec ça. Puis, je me souviens très bien qu'il y a 2 ans, on échange beaucoup avec Paul Maurice. Et puis, Paul disait, si on est pour faire ça, il va falloir que je fasse jouer les jeunes, puis il va falloir que je vive avec leurs erreurs. Il va falloir leur donner du temps. Parce qu'un jeune joueur comme Patrick Laine, oui, offensivement, des habiletés incroyables. Nikolai Ehlers, même chose, ont des habiletés offensives extraordinaires, mais c'est pas des joueurs de 200 pieds. C'est pas des joueurs que, défensivement, le long des rampes, qui sont toujours efficaces. Et puis c'était la même chose pour Kyle Connor. Et je vais être obligé de vivre avec leurs erreurs. On va être obligé de leur donner du temps, mais lorsqu'ils vont arriver à maturité, ça va être d'excellents joueurs. Ouais. Fait que Kyle Connor, c'est un peu ça. Paul nous a dit, quand il avait retourné, je veux que vous travailliez le long des rampes en sortie de zone avec, parce qu'il n'est pas efficace présentement. Puis je veux que vous travailliez sur son esprit compétiteur, c'est-à-dire lorsqu'on met de la pression pour obtenir la rondelle, je veux que je sois plus compétitif, je veux qu'il y ait un peu plus de mordant dans son jeu. C'est 2 choses que je vous demande. C'est sortie de zone le long des rampes, puis son mordant en échec avant. Puis s'il fait ça, il va revenir. S'il ne fait pas ça, ça va durer plus longtemps. Puis on s'est assis avec Carl. Carl, il s'était assis avec Paul. Puis là, il a dit, mon homme, let's go. On travaille là-dessus. Fait que dans les pratiques, en fin de pratique, on va travailler sur ces 2 aspects-là. Puis il va falloir que tu mettes des efforts, mais tout le crédit revient à Carl. Carl a mis les efforts, a joué 4 matchs avec nous autres, il est remonté, puis il a marqué 30 buts pour les Jets. Pas pire. Non, c'est ça. Fait que des fois, il faut leur donner du temps. Ça vient pas naturel. C'est pas tout le monde qui est bon sur 200 à pied. C'est souvent pour ça qu'on voit des gens qui vont dans la Ligue américaine pendant 1 an, 2 ans. Détroit faisait souvent ça à l'époque. Très lentement. Les joueurs très lentement. Ça pouvait durer 5 ans avec Détroit. Ouais. Mais eux autres, ils voulaient des joueurs bons sur 200 à pied. Va travailler ton aspect physique. Va travailler l'aspect le long des rangs. Va travailler ton jeu défensif. Quand tout va être à point, on va te rappeler, puis tu vas graduer, tu sais. Prenait des Suédois que personne ne connaissait en 7e ronde, ça devenait des All-Stars. Oui, c'est ça. Mais les Suédois, je vais t'avouer honnêtement, là, leur jeu défensif est souvent en avance sur nous autres. Oui. Non, je dirais que c'est des joueurs qui sont très responsables sur 200 pieds. C'est pas nécessairement qu'ils sont... Mais ils travaillent très bien sur 200 pieds. C'est aussi, je pense, une éthique de travail en général. Oui, sûrement. J'entends rarement quel Suédois lâche. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire que c'est plus rare que tu as des trucs de comportement. Je t'ai demandé Joel Armia parce que les Canadiens sont allés le chercher spécifiquement. Donc, c'était un peu intéressant. Parlant des Canadiens, il y a une affaire qu'en tant que coach québécois, t'es pas, c'est sûr que tu n'es pas assez naïf pour pas savoir, mais le Canadien n'engage que des coachs francophones en chef. C'est une demande du marché là, qu'on semble comprendre, visiblement. Quoique Scotty Bowman, je trouve qu'il fait pas mal la job. Mais c'est ça, il y a une demande, ils sentent qu'ils doivent respecter. Même le GM est francophone. En tant que coach québécois, tu sais donc que tu as un avantage donné sur le poste. Je sais que tu dis que peut-être que coach en chef, c'est peut-être pas obligatoire d'être intéressé, mais sachant qu'il y a une destination qui, en plus, ta ville natale, tu l'as dit, tu es un fan né des Canadiens, d'avoir cette opportunité-là où tu as peut-être un edge sur quelqu'un d'autre? Je suis marié à une Américaine. J'irais n'importe où, mais c'est sûr que le Canadien, c'est toujours attrayant, mais je suis heureux présentement avec l'organisation des Jets. On me traite de façon incroyable. Là. True North, qui est vraiment le propriétaire des Jets, et puis du Moose. Fait que j'ai pas à me plaindre présentement. L'organisation a du succès. C'est une très bonne organisation qui me traite très bien.
Le Canadien, bon, c'est le fun. Je regardais ça un peu de l'extérieur lorsqu'il se cherchait un défenseur pour un coach pour les défenseurs. Je regardais ça un peu de l'extérieur, mais t'as-tu appelé Claude? Non, pas tout, mais on regardait ça, on se dit mais je suis bien présentement. Je suis surtout bien à travailler avec Pascal. Là, je trouve que ça, c'est important. Mais comme coach des défenseurs, quand une équipe de la nationale qui est canadien cherche un coach de défenseur, comment tu fais pour appliquer? J'ai jamais appliqué pour tout de suite, là, mais peut-être qu'un jour, je suis tenté de savoir comment, pourquoi, puis comment y faire. Est-ce que tu connais Claude Julien? Non, pas Kirk Muller? Puis non, je connais pas personne. Fait que, faut que je te trouve des numéros. C'est ça. non, mais on est bien. Situation familiale. Je dis aux joueurs d'être patients. Il faut que j'apprenne à être patient aussi. Faire ses preuves. T'as quel âge? 48 ans. C'est jeune. Oui, non, pour un entraîneur, c'est jeune encore. Tes deux enfants sont même plus à la maison. Ils viennent de quitter la maison. C'est ça. Ni dehors, en tout cas. Fait que il faut être patient. Il faut faire ses preuves. Il faut apprendre. Puis monter quand on sera prêt. Là. Ouais. Tu parlais de tes enfants qui sont plus dehors, qui sont plus à la maison. Ta fille est à l'université, ton gars, je sais pas c'est qui ton gars, non, mais ton gars qui fait très bien Ligue nationale. Tu sais, justement, Pierre-Luc, c'est assez intense, c'est un peu spécial là, comme parent, mais ton gars, il joue au hockey dans le junior, puis tu vas le porter à ses games. Puis à un moment donné, il monte dans la Ligue nationale, puis là, tout d'un coup, il fait 1 million par année, tu sais. Puis, mais tu sais, c'était pas pendant longtemps, c'était pas le fun, puis on joue pour le fun, puis on joue. Puis je veux pas y aller, pas. Puis là, bonus de signature, tant de 100 000. Toi, t'es son père. Quand ton enfant, à 18 ans, fait pas mal plus que ses parents, puis cette dynamique-là, comment ça change? Comment vous gérez ça? Très bonne question. Très bonne question. La première chose qu'on a faite, c'est de trouver quelqu'un qui pouvait l'aider dans ce domaine-là, pour placer son argent, pour la gérer, un peu pour lui enseigner. Un peu comme j'ai mentionné plus tôt, tantôt. Tu vas écouter plus ton coach que tu vas écouter ton père, mais c'est la même chose là-dedans. Pat, t'es pas un banquier, t'es pas un... Ouais. Fait que c'était vraiment primordial avec son agence, qui est André Ruel au Québec, qui est le bras droit de Pat Brisson du Québec. Ouais. Mais ça, c'était vraiment important de rencontrer des gens compétents qui pouvaient l'aider dans ce domaine-là. Fait que, aussitôt qu'il a été repêché, on s'est assis avec ces gens-là. On a fait un plan. Moi, j'ai toujours dit que dans la vie, il faut qu'il y ait un plan. Ouais. L'année de repêchage de Pierre-Luc, on a fait un plan avant le début de la saison. Bon, c'est ça qu'on devrait faire, Pierre-Luc, puis on s'est allé comme ça, puis ça a bien fonctionné. En termes de financier, ça? Ou non, ça c'est en termes de hockey, gestion de temps, gestion de médias. Ouais. Bon, quand est venu le temps, quand il était repêché, puis il a signé son contrat professionnel, mais il y avait un gros bonus qui venait avec ça. Bon, avant de toucher à quoi que ce soit, on va aller s'asseoir avec des gens qui sont compétents, qui vont pouvoir t'aider, qui vont pouvoir te diriger. Ça, c'est la première chose qu'on a faite. Puis, je suis capable de savoir bien. J'ai participé au meeting parce qu'en tant que père, un certain regard. Oui, bien, c'est ça, un regard. Tu sais, c'est quelque chose qui me fait peur. Là, où est-ce qu'il y a de l'argent, il va toujours avoir de l'abus. Hein? Puis, où est-ce qu'il y a de l'abus, il va toujours avoir... Puis aussi beaucoup d'ignorance, des fois. Oui, de l'ignorance, des gens qui vont vouloir profiter de lui. Fait que je voulais un peu avoir pas un doigt de regard, mais je voulais... C'était son père. Oui, c'est ça. Puis, ton fils n'est même pas encore majeur aux États-Unis. Non, c'est ça. Puis quand on a participé au meeting, ils ont fait en sorte que je me suis senti d'être là. Parce qu'au début, je disais... Ils vont dire chaque le père. Parce qu'ils m'ont fait signer des papiers au début. Je dis pourquoi? C'est pas mon argent, c'est son argent. Mais ils ont dit non, monsieur Dubon, on aime mieux un parent qui est conscient, pas qui supervise, mais qui est conscient de ce qui se produit. Parce qu'il dit on en voit là. Des situations incroyables où c'est que le joueur de hockey a hâte au 1er octobre d'avoir son premier chèque de paye, ça presse parce qu'il n'y en a plus, tu sais. Il y a eu de l'abus de gauche à droite, puis personne n'a vu quoi que ce soit. Puis Pierre-Luc, tu es conscient de l'histoire de Jack Johnson. Je viens de l'écrire sur mon papier. C'est ça, Jack Johnson, tu sais. Pierre-Luc, il a vu la situation, tu sais.
très malheureux. Fait que très malheureux, d'ailleurs. Qui, je pense, elle, justement, n'était pas basée dans la mauvaise foi, mais bien, je pense qu'il a dit à ses parents, gérez ça. Ses parents, n'ayant pas les connaissances de la finance, ont malheureusement fait des investissements qui se sont avérés. Puis quand ça finit en cours, puis que tu es en cours contre tes parents, ça se peut que le party de Noël soit moins le fun. Ah non, en tout cas, ça, je me disais. C'est le coéquipier pas sûr que j'aurais passé à travers cette situation-là avec mes parents, mais tout ça pour dire que je pense que ses parents sont devenus aussi son agent, puis en tout cas, peu importe, là. Mais je voulais avoir un droit de regard, voir, fait que, surtout la première année. Je voulais avoir un petit peu voir ce que Pierre-Luc allait faire avec ses dépenses, quoi que ce soit. Fait qu'on a fait un plan avec les gens en question, puis à chaque été, on se rencontre. On se rencontre, puis on fait un autre plan pour l'année suivante. Un budget, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est carrément un budget. C'est carrément un budget. Comment gérer son argent, comment la dépenser. Puis je dois avouer là, que Pierre-Luc fait bien ça là, jusqu'à maintenant, fait très attention. J'ai fait une petite dépense là, à la fin de la saison lorsqu'il a reçu son bonus de 20 buts. Là. Parce qu'il l'a atteint, le 20 buts. Oui, c'est ça. Puis il y a eu un bon montant là-dessus. Puis il m'a appelé tout de suite après. Il dit, Père, qu'est-ce que tu en penses si je fais ça? Ben, j'ai dit, Pierre-Luc, fais-toi plaisir. Tu as travaillé fort. Tu as mis les efforts nécessaires. On a le droit de se récompenser à l'occasion. C'était quoi son jouet? Il est allé chercher une voiture de luxe. Fait que de Civic usagé. Avec toutes les options. Oui, c'est ça. non, mais j'ai dit, tu as le droit de te gâter puis de se faire plaisir. Là. Dans la vie, des fois, là, tu peux pas toujours rester sérieux 365 jours par année. À un moment donné, tu vas casser. Fait que, fais-toi plaisir. Puis il n'y a pas touché à son salaire cette année. Il n'a vraiment pas touché à son salaire. Il a vraiment été... il a vraiment fait attention. Il a vécu sur ses bonus. Puis le reste, il n'a pas touché. Fait que, très intelligent. C'est ça. Fait que là, cet été, on s'est réassis de nouveau. On fait quoi avec cet argent-là que tu n'as pas touché? Fait que c'est des gens compétents, c'est des gens que je fais confiance, mais que je veux continuer à... même cette année, j'avais dit aux gens, là, ils m'ont appelé, on dit, penses-tu qu'on peut faire un meeting avec Pierre-Luc? Je vais appeler-le. Pour moi, il faut vous appeler. Là, puis, ils m'ont dit, tu vas-tu revenir cet été? Ben, je pense que Pierre-Luc va peut-être commencer à faire ses affaires tout seul. T'sais. Puis, c'est Pierre-Luc qui m'a appelé. Il dit, non, Père, je veux que tu viennes encore cette année au meeting. Bon, parfait, on va y aller. Mais tu sais, je force pas rien. Je veux que ça vienne de lui. Là. La ligne est mince aussi parce qu'il joue dans la Ligue américaine, il fait 75 000. Il joue dans la Ligue nationale, il fait 10 fois ça. Tu sais, c'est un téléphone de différence. Tu sais. Oui. Puis, tu me fais rire en mentionnant ça parce que l'année passée, lorsqu'on s'était assis l'été dernier avec les gens en question, là, les impôts puis les finances, on lui avait fait mention, dépense pas trop cet hiver si tu fais Columbus parce qu'il n'y a rien qui t'empêche de jouer dans la Ligue américaine à 20 ans. Tu sais. Fais attention. Fait que, non, c'est vrai. C'est pas gagné. Non. Est-ce que tout ça crée un malaise, tu sais, quand ton gars fait autant d'argent, tu te dis, Colin. Non. T'as-tu une partie d'ego qui fait. Non, pas pantoute. Je suis pas. J'ai pas un écho démesuré. Puis non, je suis content pour lui. T'es-tu comme j'avais dit, un Jeep rouge, Pierre-Luc? Non, pas pantoute. Moi, je veux j'y mentionne souvent, fais attention à ta sœur, là, tu sais, ce que tu lui dis ou ce que tu fais, parce qu'elle est quand même encore à l'université, mais même sa sœur est contente pour lui. Puis ils ont de belles relations, les deux. Fait que je voudrais pas qu'il y ait de l'animosité ou de la jalousie dans cette relation-là, frère et sœur. Mais de notre côté, non, on est content pour lui. Il a travaillé fort pour avoir son argent, puis c'est à lui. Puis, ça change pas la relation. Non. Mais c'est sûr qu'en entour de nous autres, là, on entend des fois des... tu sais, mon père, je donne un exemple, mon père, quand il s'est acheté sa voiture de luxe, puis mon père, non, il n'y a pas besoin d'acheter ça, tu sais. C'est là que j'ai répondu à mon père. Le monde dans lequel Pierre-Luc commence sa vie, puis le nôtre, c'est deux réalités bien différentes. Là. J'ai dit, il n'y a pas de paiement sur ce char. Oui, c'est un char de luxe, mais il n'y aura pas de paiement. Il peut se le permettre. Il coupe même pas dans le gras. Non, c'est ça. Il n'a même pas utilisé son salaire pour s'acheter cette voiture-là. Fait que j'ai dit, oui, pour nous autres, ça semble démesuré. Pour nous autres, ça semble être
beaucoup trop, mais c'est pas le même monde. Et Pierre-Luc, il rentre dans un monde qui est différent du nôtre. Tout ce que je souhaite, puis que je veux de sa part, c'est pas moi qui va lui dire, ça va être sa sœur. Pas mal. Reste toi-même, reste Ouais. toi-même. T'as pas besoin de changer parce que tes états financiers changent, là, ou sont pas les mêmes que les nôtres, là. Et ce qui est important, c'est que tu restes la même personne. Puis, comme je te mentionne, si c'est pas moi, c'est sa sœur. Sa sœur a beaucoup de caractère. Puis, Ouais. elle ne gênera pas pour remettre son petit frère sur la bonne route. Donner l'heure juste. Oui, Est-ce que des fois, tu as peur qu'il change? Parce que là, il est encore jeune. Mais oui, oui. Ben oui, ça nous inquiète toujours un peu. Mais je pense que présentement, ça va bien. Comment tu avais vécu, c'est une affaire qu'on a parlé avec Pierre-Luc, le fameux repêchage, 3e overall, Columbus. Ils vont prendre le Finlandais. Oups, prendront peut-être pas le Finlandais. Oups, Montréal veut monter. Puis ça, c'est le fun. Bon, je te ferai pas répéter ce que Pierre-Luc nous a dit, mais bon, il était très au courant là, avec son agent que Montréal essayait de monter. Ça a été confirmé par Montréal bien après. Puis finalement, le Columbus tenait à Pierre-Luc. Ils l'ont eu. Des fois, est-ce que tu remercies le ciel que Pierre-Luc joue pas à Montréal? Moi, oui. Oui, non, mais Moi, ça nous faisait peur en tant que parents Ouais. de vivre avec cette pression-là d'être le 3e choix au total, qui vient à Montréal, québécois, francophone, les attentes qu'il aurait eues envers lui. Je ne sais pas ce qu'il aurait été obligé de donner comme échange là, pour aller le chercher, mais il aurait été obligé de donner quelque chose. Oui. Ben, ça impliquait Subban. Ben, c'était la rumeur, je me Ouais. disais. Tabarouette, Subban qui est adulé comme Guy Lafleur pouvait l'être à l'époque Ouais. à Montréal, puis on donne Subban pour aller chercher Pierre-Luc, 3e. Hey! Je vais te dire honnêtement, là, j'étais nerveux. Tu sais, je me disais, il va réussir, mais les premières années, je me disais, ouf, ça va être l'enfer. C'est nécessaire. C'est ça, tu sais, on va comparer tout le temps. Puis, Columbus. Non, j'étais vraiment nerveux. Puis je regardais Marc Bergevin parce qu'on l'avait en avant de nous autres. Puis je le voyais se promener d'une table à l'autre. Puis je me disais, ouf. Puis je sais pas si tu te souviens, Oui. après le 2e choix de Winnipeg, il y a eu un temps d'arrêt qui était demandé par... non, il y a eu un échange annoncé par le Canadien. We have a trade to announce. Oui. Puis, je veux dire, mon cœur s'est mis à battre. Ouais, Pierre-Luc nous l'a raconté. Il s'est dit, Colin, ils ont réussi et finalement, c'était l'échange d'Andrew Shaw. C'est ça, c'est en plein ça. Fait que... non, on aurait été nerveux. On en parlait là, souvent, moi, Pierre-Luc, moi, ma femme. Là, on disait, Shit, c'est le ça, cas. on aurait été content, mais on aurait été nerveux là, Ouais, en tant ça que aurait parent. été. En tant que parent, tu veux toujours le bien, tu veux toujours la sécurité de ton jeune, mais là, ça aurait été disproportionné Ouais. en tant qu'attention qu'il y a eu envers lui. Fait que, Vraiment pas le même genre de vie. Quand je suis allé, quand il est venu au Monument National, j'avais dit, on se donnait rendez-vous à la porte, puis j'avais dit, c'est une textra quand tu étais là. Finalement, il était là à l'heure. Puis on est rentré ça, puis j'ai dit, y a quelqu'un qui t'a reconnu, toi, ici? Il dit, non. J'ai dit, ouf, c'est de la vie de te relayer, ça n'aurait pas été pareil. J'ai un ami qui vient dans le restaurant, il dit, je pense que je suis le seul dans la rue qui l'a reconnu, tu sais, mais personne ne peut savoir. C'est Non, qui, non. surtout sans son casque, en tout cas, bref. Il est fini à Columbus. Te souviens-tu d'un moment assez spécial, surtout pour le père, de la première game de Pierre-Luc? oui, mais j'ai assisté au premier match. Ben justement, parce que je pense que tu as eu une, en guillemets, permission spéciale. Oui. Non, les Jets, l'organisation a été très bon pour moi au cours des 2 dernières années. Ils m'ont permis d'aller au championnat du monde junior. Ils ont même payé mes billets. Non, vous n'avez pas besoin de payer mes billets. Là, je suis capable. C'est pas ça que j'avais demandé, mais je vais remercier. Oui, mais fait qu'ils m'ont permis d'assister au premier match. Puis ils ont dit, s'il se rend à la médaille d'or, on te laissera partir aussi. Fait que ça a été un bon moment. Le résultat peut-être pas escompté, Ouais, mais ça a été un beau moment pareil. Ça finit comment déjà? En fusillade, 5-4, si je ne me trompe pas. Oui, en effet, oui. Oui. Puis fait que ça a été un beau moment. Et puis le premier match, c'était la même chose. Ils ont dit, Rick, il y a juste un premier match dans sa carrière. Tu ne le manqueras pas, tu iras. Fait que, ils m'ont permis de manquer un match pour que je puisse assister à son... Puis l'autre événement qu'ils m'ont permis aussi, c'est la fin de semaine père et fils. Oui, le voyage des pères. Le voyage des pères, ils ont dit ça aussi. Il y en a juste un premier.
tu iras. Le deuxième, ben là, on en discutera. Mais le premier, Mais quand même. fait qu'ils m'ont laissé partir. Fait que j'ai manqué un match encore une fois. J'ai manqué 2 matchs cette saison pour pouvoir assister à ces parties. Puis, durant Noël, j'en ai vu un autre quand il est venu à Winnipeg. Fait que j'ai quand même vu 5 matchs. Hein. C'était comment le voyage des pères avec Tortorella? Parce que t'es pas un père comme les autres. Oui, mais non, il est très distant. Très distant. Oui, non, il était très distant que les pères. On l'a presque pas vu. Puis, même le souper des pères, il est parti très rapidement. Il n'a pas resté. Il était tranquille. Ben, j'imagine que chaque coach doit être différent. Lui, j'imagine qu'il voulait éviter toute situation qui pourrait peut-être le mettre dans une impasse. Là. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Il voulait pas te parler tant que ça, bref. Mais il n'a pas parlé à personne. Ah, OK. Le premier match de Pierre-Luc était pas si pire, si je me souviens bien. Il a marqué son premier but. Quand même. Honnêtement, à chaque fois que j'ai assisté à ces matchs, il a marqué un but. J'ai été là 5 fois, sauf le match à Winnipeg. Il y a eu des belles occasions de marquer, mais... Puis la fois que tu avais conduit de batteur, c'était en Beauce. Ouais, là, ça va pas être bon. Là, mais quand même, le premier match, déjà, c'est sur l'événement, puis c'est déjà gagné, puis on est déjà de bonne humeur. Ouais. Le premier but, en plus, Ouais. la rondelle, je ne sais pas où aujourd'hui, mais c'est lui qui je l'a. sais pas. Je pose la question. Bonne question. Merci beaucoup, Eric. Eric, non, j'ai-tu dit Eric? Oui, c'est ça, Eric. Oui. J'avais peur. Je connais un Alain Dubois, j'avais peur de me tromper. Merci, je t'avais dit 1 heure, mais c'était trop le fun. On se rendait presque 1h50. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je te souhaite la meilleure des chances. C'est quoi la prochaine étape pour toi? C'est quoi le futur? Je suis ça, attention. Là, des vacances. First things first. Parce que là, vous êtes basé à Montréal. Oui, juste à l'extérieur de Montréal. Puis, j'ai eu la semaine de développement à Winnipeg. Après ça, j'ai eu la semaine avec Hockey Canada. Fait que là, les 6 prochaines semaines, on va prendre ça plus tranquille, passer le plus de temps possible avec la famille et les enfants. Ouais. Puis, aussitôt que Pierre-Luc décolle, ma fille décolle, mais là, on retourne à Winnipeg. Puis, c'est le début d'un camp d'entraînement avec les Jets. Est-ce que vous avez aussi une maison à Winnipeg? Oui. Ben, on loue une maison à Winnipeg. Oui. Puis ici, à Montréal, on s'est acheté l'année dernière on appelle ça notre nest, le nid familial, où c'est qu'on se retrouve tous. Là. C'est la base. Après les saisons, au moins, vous avez un endroit. C'est ça. Un petit peu moins loin que Rimouski. Vous venez, vous débarquez de l'avion, vous êtes un peu moins loin. Oui. Puis professionnellement, dans le fond, se retourne à Manitoba, puis on suit ça à suivre, parce que je pense pas que toi-même tu sais la suite. Non. Nous autres, dans la ligne américaine, les années... ne se ressemble pas. Là. Tout change. Une nouvelle dynamique qui se produit à chaque année. Comme j'ai mentionné, notre capitaine qui quitte et il va y avoir d'autres joueurs qui ne reviendront pas. Fait que c'est toujours tout nouveau dans la Ligue américaine. Mais comme coach en général aussi, par définition, c'est instable. Oui. Il y a des coachs qui restent là 4, 5, 10, 15. Ça, je veux dire, c'est tellement rare. Là, je veux dire. Oui, non, tu as raison. On voit ça un peu plus dans la Ligue américaine. C'est qu'il y a des relations qui durent longtemps. OK. Mais dans la Ligue nationale, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Mais le mouvement de joueurs dans la Ligue américaine est incroyable. Je disais souvent à mes amis, quand le grand club a un rhume, en bas, on a une grippe ou une pneumonie. Parce que lorsqu'elle est blessée, là, je te donne un exemple. Il y a 2 ans, on avait 6 attaquants qui étaient montés. Mais c'est pas tes 6 pires attaquants, c'est tes 6 meilleurs. Cette année, nos 2 gardiens étaient en haut en même temps. On avait 2 gardiens de la East Coast en bas. Après ça, à un moment donné, il y a eu une année 4 défenseurs qui étaient montés. Fait qu'on est cop sur 6, fait qu'on est cop en bas, mais le mandat est bien précis. Là, c'est vraiment de développer nos jeunes. Ouais. Je te souhaite le meilleur, Eric. Merci, ça a été un plaisir. Puis bon été. Merci beaucoup.